Le vent, cette nuit-là, hurlait comme si la campagne auvergnate elle-même pleurait une âme perdue, s'arrachant la gorge dans un cri frénétique qui glaçait le sang même de ceux qui avaient vécu toute leur longue vie dans ces terres rudes. La neige tombait en un mur dense et impénétrable, ensevelissant la vieille maison de campagne en pierre, noircie par le temps, perdue dans une mer infinie de sapins et de hêtres séculaires, où le plus proche hameau se trouvait à tant de lieues qu'on ne pouvait les compter. Chaque poutre de la charpente gémissait plaintivement, résistant aux rafales glaciales qui cherchaient la moindre fissure pour s'engouffrer à l'intérieur et éteindre la fragile flamme de vie qui vacillait encore dans le poêle à bois. À l'intérieur, flottait une odeur d'herbe séchée, de verveine et de thym, de vieux bois et de lait chaud, des parfums qui créaient une illusion de confort et de sécurité au milieu de cet enfer blanc. Par la fenêtre, on ne voyait rien, seulement un tourbillon de brume blanche qui avait englouti le monde entier, ne laissant que ce minuscule îlot de chaleur au milieu d'un désert de glace. Jean était assis près du poêle, tendant vers le feu ses mains noueuses, déformées par le travail pénible et les rhumatismes, essayant de capter la maigre chaleur que dégageaient les bûches incandescentes. Son visage, sillonné de rides profondes, ressemblait à l'écorce d'un vieux chêne, et dans ses yeux délavés se lisait une fatigue séculaire, mêlée à une anxiété qu'il s'efforçait de cacher à sa femme. Il écoutait le vent s'acharner contre les volets, telle une bête affamée exigeant d'entrer, et songeait que les réserves de bois diminuaient dangereusement. L'hiver, cette année-là, était d'une férocité que même les plus anciens du pays ne se souvenaient pas avoir connue. Chaque bûche était précieuse, chaque étincelle de chaleur un trésor à préserver comme la prunelle de ses yeux. À côté de lui, sur une vieille chaise qui grinçait à chaque mouvement, était assise sa femme, Monique, une petite femme voûtée par les années, au visage bon mais empreint d'une tristesse infinie. Elle tricotait machinalement une énième paire de chaussettes en grosse laine de mouton, bien qu'il n'y eût plus personne à qui les offrir. Leurs enfants avaient grandi depuis longtemps et étaient partis vivre dans les grandes villes, oubliant le chemin du foyer parental. Leurs petits-enfants ne connaissaient leurs grands-parents qu'à travers des photographies jaunies. Un silence lourd régnait dans la maison, seulement troublé par le crépitement du bois dans le poêle et le cliquetis régulier des aiguilles à tricoter. Mais c'était un silence pesant, oppressant, comme si l'attente même d'un malheur flottait dans l'air. Jean soupira lourdement, remua les braises avec un tisonnier et regarda sa femme. Dans ses épaules affaissées, il lisait la même mélancolie qui rongeait son propre cœur. Ils étaient seuls au monde. Deux vieillards, oubliés de Dieu et des hommes, abandonnés à leur sort au cœur d'une nature sauvage et impitoyable. C'est à cet instant, à travers le hurlement furieux de la tempête, à travers le fracas des volets et le grincement des poutres, qu'un son se fit entendre. Un son qui fit sursauter le vieil homme et le figea, l'oreille tendue. Ce n'était pas le bruit du vent, ni le craquement du bois, ni le ululement d'une chouette. C'était autre chose, un son étranger, vivant. Il était faible, à peine perceptible, mais insistant. Un grattement sourd, provenant de la porte d'entrée, comme si quelqu'un, perdant ses dernières forces, essayait de frapper, d'appeler à l'aide. Jean, lentement, avec difficulté, se leva de son tabouret. Ses genoux craquèrent d'une manière sinistre, lui envoyant une douleur sourde. Il regarda Monique, qui avait également posé son tricot et levé vers son mari des yeux effrayés, pleins d'une question muette, qui pouvait bien venir chez eux par une nuit pareille, par un temps pareil, alors que même les loups se terrent dans leur tanière et que les oiseaux tombent du ciel, morts de froid. Le village le plus proche était à 3 jours de marche en raquette, et aucune personne saine d'esprit ne se serait aventurée dans la campagne profonde au milieu de ce blizzard. Ce ne pouvait être qu'une bête errante, ayant perdu toute crainte à cause de la faim, ou, Dieu les en préserve, des gens mal intentionnés, des braconniers peut-être, que le mauvais temps aurait égarés dans ces contrées. Le vieil homme, en silence, s'efforçant de ne pas faire de bruit, se dirigea vers le coin où était suspendu son vieux fusil de chasse à 2 coups. Il le décrocha, vérifia les cartouches d'un geste habituel, bien que ses mains tremblassent légèrement, du froid ou de l'appréhension. Le son se répéta. C'était maintenant un grincement distinct de griffes sur le bois gelé de la porte, accompagné d'un faible son plaintif, semblable aux pleurs d'un enfant ou au gémissement d'un mourant. Ce son transperça le cœur de Jean d'une aiguille acérée de pitié et de peur mêlée. Empoignant plus fermement le fusil, il fit un signe de tête à Monique pour qu'elle reste à sa place et, lentement, en faisant traîner ses grosses bottes fourrées sur le plancher, il se dirigea vers le vestibule. Dans le vestibule, il faisait un froid glacial, des nuages de vapeur s'échappaient de sa bouche, et la porte, capitonnée d'un vieux feutre, vibrait sous les assauts du vent. Le vieil homme s'approcha tout près de la porte, colla son oreille contre les planches glacées et retint son souffle. De l'autre côté, quelqu'un respirait lourdement, d'une respiration rauque et sifflante,
comme si chaque inspiration coûtait à cette créature une douleur inouïe. Et de nouveau ce son, un miaulement faible, suppliant, plein de désespoir et de souffrance. Le cœur de Jean se serra. Il connaissait les habitudes de tous les habitants de la forêt. Il avait vécu dans cette campagne toute sa vie et savait distinguer la voix d'un prédateur prêt à attaquer de celle d'une créature implorant le salut. Ce n'était pas le grognement d'un loup ni le rugissement d'un ours. C'était un appel à l'aide, le dernier cri d'une âme au seuil de l'éternité. Lentement, surmontant la peur qui paralysait ses mouvements, Jean tira le lourd verrou. Le fer cliqueta dans le silence, comme un coup de feu. Le vieil homme prit une grande inspiration, poussa la porte de l'épaule, et celle-ci, résistant à la congère qui s'était accumulée, s'ouvrit en grinçant, laissant entrer dans le vestibule un tourbillon de neige et un vent glacial. Ce qu'il vit à la lueur blafarde de la lampe à pétrole qu'il tenait dans sa main levée lui fit oublier le fusil, le froid, la peur et tout le reste. Sur le seuil, à moitié enseveli par la neige, gisait un lynx immense. Sa magnifique fourrure tachetée, habituellement si douce et belle, était maintenant collée par une croûte de glace et de neige, ses flancs étaient creusés, et ses côtes saillantes semblaient sur le point de percer la peau. Mais le plus terrible, c'étaient ses yeux. D'immenses yeux d'un jaune ambré de prédateur fixaient l'homme, non avec fureur, non avec agressivité, mais avec une douleur et une supplication si humaines que Jean en eut le souffle coupé. Elle n'essaya pas de bondir, ne montra pas ses crocs. Elle ne faisait que gémir doucement, et dans ce gémissement on entendait « Aide-moi ». Mais le lynx n'était pas seul. Sous son ventre, cherchant à s'abriter du froid mortel dans sa fourrure déjà refroidie, s'agitaient deux minuscules boules de poils, deux lynxons, encore aveugles, tremblant si fort que leurs frissons se transmettaient à leur mère. L'un d'eux, le plus gros, ne bougeait presque plus, en train de geler, tandis que le second, tout petit, poussait des cris plaintifs, enfouissant son museau dans le ventre de sa mère à la recherche d'un lait qui, très probablement, n'était plus là. La mère lynx, rassemblant ses dernières forces, leva la tête et poussa du nez l'un des chatons vers les pieds de Jean, comme si elle lui confiait ce qu'elle avait de plus cher, la vie de ses enfants, à son ennemi de toujours, l'homme. Jean restait là, abasourdi par ce spectacle, incapable de bouger. Mille pensées traversaient son esprit. C'est une bête sauvage, un prédateur, un tueur, qui peut à tout moment lui sauter à la gorge. Mais son cœur, le cœur sage d'un vieil homme de la campagne, lui disait autre chose. Il lui criait que devant lui, ce n'était pas une bête, mais une mère. Une mère qui avait surmonté l'instinct ancestral de la peur de l'homme. Une mère qui était venue mourir au seuil de la porte de son ennemi, uniquement pour sauver ses enfants. Cet acte, ce sacrifice suprême, bouleversa le vieil homme jusqu'au plus profond de son âme. Il vit dans les yeux du lynx la même chose qu'il avait vu autrefois dans les yeux de sa femme, lorsque leur premier-né était dévoré par la fièvre, un amour sacrificiel infini, la volonté de donner sa vie pour son enfant. « Monique !» cria Jean, et sa voix se brisa en un râle. « Monique, viens vite. Mon Dieu, regarde-moi ça. » Monique, entendant l'alarme dans la voix de son mari, se précipita dans le vestibule, un châle en laine jeté sur ses épaules. En voyant la scène sur le seuil, elle suffoqua et porta les mains à sa bouche. Ses yeux s'emplirent de larmes. Elle, une femme qui avait élevé 3 enfants, comprit tout instantanément, sans un mot. Elle ne vit ni les crocs ni les griffes. Elle vit une mère mourante et des enfants en train de geler. « Oh, ma pauvre bête, ma pauvre petite !» se lamenta Monique, se précipitant vers la porte, oubliant complètement qu'elle avait devant elle un prédateur dangereux. « Jean, pourquoi restes-tu là comme une statue? Aide-moi. Ils vont geler, ils vont mourir, nous aurons un péché sur la conscience. » Jean, comme sortant d'un rêve, jeta le fusil de côté. Il se pencha sur le lynx, sentant le froid, et non la chaleur, émaner de son corps. La bête ne bougea même pas lorsque les mains de l'homme touchèrent ses flancs. Le lynx ferma simplement les yeux, s'abandonnant complètement au destin. Elle avait fait son choix. Elle était arrivée, elle avait demandé. Maintenant, tout dépendait des humains. Le vieil homme, grognant d'effort, souleva le corps lourd et flasque de l'animal sous ses pattes avant. Le lynx était étonnamment léger pour sa taille. Un squelette et de la peau. La faim la tourmentait depuis longtemps. « Allons, ma belle, allons, tiens bon. Au chaud maintenant, on va te réchauffer, » marmonnait Jean, en traînant la bête dans la maison. Pendant ce temps, Monique, sans dégoût ni peur, prit les chatons dans ses bras. Ils étaient glacés comme des stalactites et ne donnaient presque aucun signe de vie.
Elle les serra contre sa poitrine, les enveloppant dans son châle, essayant de leur transmettre sa chaleur, de leur insuffler la vie. Lorsqu'ils eurent traîné le lynx dans la pièce et l'eurent déposé sur un vieux tapis près du poêle, la maison s'emplit d'une odeur sauvage de forêt. L'odeur de la fourrure mouillée, des aiguilles de pin et de la neige fondue se mêla aux arômes domestiques. Le lynx gisait immobile, seuls ses flancs se soulevaient à peine au rythme de sa respiration rare et saccadée. La neige sur sa fourrure commença à fondre, formant des flaques sales sur le sol propre. Mais les vieillards n'en avaient cure. Monique s'agenouilla près de la bête, déposa les chatons contre le ventre de leur mère, là où il faisait le plus chaud, et commença à frotter leur petit corps avec une serviette sèche, essayant de ranimer leur sang gelé. « Ils sont vivants ?» demanda Jean d'une voix rauque, en fermant la porte derrière lui et en poussant le lourd verrou, les coupant de la mort qui faisait rage à l'extérieur. « Il respire à peine » murmura Monique, et une larme coula sur sa joue. Le plus grand semble aller, il bouge, mais ce petit est très mal en point. Jean, apporte du lait, il en restait dans la cruche à lait, fais-le chauffer un peu. Et des pots. Apporte des pots, il faut les couvrir. Le vieil homme s'activa, exécutant les demandes de sa femme avec une hâte telle que sa propre vie semblait en dépendre. Il jeta du bois dans le poêle pour que le feu s'embrase, versa du lait dans une tasse en fer-blanc et la posa sur le bord de la cuisinière. Ses mains ne tremblaient plus. Ses mouvements avaient retrouvé assurance et détermination. Pour la première fois depuis longtemps, il se passait quelque chose d'important dans leur maison, quelque chose qui exigeait leur participation, leur soin. Le vide et la solitude qui régnaient dans la maison une heure plus tôt s'étaient retirés, laissant place à l'anxiété et à l'espoir. Monique prit un chiffon imbibé de lait tiède et commença à nettoyer doucement le museau du lynx, enlevant les croûtes de glace de ses yeux et de ses moustaches. Le lynx entr'ouvrit un œil, trouble, voilé par la douleur, et regarda la vieille femme. Il n'y avait pas de gratitude dans ce regard. La bête n'en avait tout simplement pas la force. Mais il y avait de la confiance, une confiance infinie d'une créature qui avait remis sa vie entre des mains étrangères. Soudain, le lynx tressaillit, son corps fut secoué par une convulsion, et il émit un râle sourd et gargouillant. « Doucement, doucement, ma petite. Tout va bien. Tu es à la maison, » murmurait Monique avec tendresse, caressant la tête du prédateur comme celle d'un chat domestique. « Tu es au chaud, personne ne te fera de mal. Tes petits sont avec toi, ils sont vivants, ils sont vivants. » Jean apporta un vieux manteau de berger et en couvrit délicatement le lynx et les chatons, leur créant un nid douillet. Puis il s'assit par terre à côté de sa femme, contemplant leurs invités sauvés. À la lumière du feu, la fourrure tachetée du lynx semblait dorée, et les ombres projetées par les flammes sur les murs ressemblaient aux silhouettes de monstres de contes de fées. Mais ici, dans ce cercle de lumière, il n'y avait pas de monstres. Il n'y avait que deux âmes épuisées, une humaine et une animale, qui s'étaient trouvées dans ce vaste monde froid. « Tu penses qu'elle survivra, Jean ?» demanda doucement Monique, sans quitter le lynx des yeux. « Elle le doit, » répondit fermement le vieil homme, bien que le doute le rongeât intérieurement. « Elle est forte, c'est une mère, et une mère reviendrait de l'au-delà pour ses enfants. Tu vois comme elle respire ? Difficilement, mais régulièrement. Le cœur bat. » Ils restèrent assis ainsi longtemps, oubliant le sommeil et la fatigue, écoutant la respiration de la bête. La tempête dehors continuait de faire rage, projetant des paquets de neige contre les murs. Mais maintenant, ce bruit semblait lointain et inoffensif. Une nouvelle vie était entrée dans la maison, fragile, ne tenant qu'à un fil, mais si importante. Jean regardait le lynx et pensait que, peut-être, Dieu ne les avait pas oubliés. Peut-être leur avait-il envoyé cette épreuve pour voir s'il restait une place pour la miséricorde dans leur cœur, s'ils ne s'étaient pas complètement endurcis dans leur solitude. Et en voyant sa femme, oubliant sa douleur au dos, s'affairer autour des chatons, essayant de leur faire boire une goutte de lait, il comprit, non, il ne s'était pas endurci. Soudain, le plus petit chaton, celui qui était si mal en point, éternua. Un petit éternuement drôle et silencieux, et il s'agita, frottant son nez contre la main chaude de Monique. La grand-mère s'illumina, un sourire éclaira son visage, le rajeunissant de 10 ans. Il a repris vie, Jean, regarde, il a repris vie, le coquin, chuchota-t-elle joyeusement. Il cherche la tétine, ce glouton. La mère lynx, entendant le cri de son petit, bougea également. Avec un effort incroyable, elle souleva la tête, lécha la main de Monique de sa langue rugueuse comme du papier de verre,
et laissa de nouveau tomber sa tête sur ses pattes, en soupirant profondément. C'était un soupir de soulagement. Elle avait compris que ses enfants étaient en sécurité. Maintenant, elle pouvait se permettre de sombrer dans un sommeil salvateur et réparateur. La nuit tomba sur la campagne, un épais manteau d'obscurité. Dans la petite maison perdue dans les neiges, une lumière brillait. 2 vieillards et 3 bêtes sauvages dormaient ou somnolaient, réchauffés par la même chaleur, liés par un fil invisible qui, s'avéra-t-il, était plus solide que n'importe quelle chaîne. C'était le fil de la vie, le fil de la compassion, qui avait effacé les frontières entre l'homme et la nature, entre le prédateur et la proie. Et aucun d'eux ne savait encore que cette nuit était le début d'une histoire étonnante. Une histoire qui les changerait tous pour toujours. Une histoire d'une grande amitié, née dans le berceau glacé de l'Auvergne. Demain serait un autre jour, avec de nouveaux soucis et de nouvelles difficultés. Mais aujourd'hui, ils avaient vaincu la mort, simplement en ouvrant leurs portes et en laissant entrer dans leur cœur ceux qui avaient besoin d'aide. Et c'était le plus grand miracle qui pouvait se produire en cette nuit de Noël, au milieu d'un désert de neige infinie. La quiétude qui s'installa dans la maison après le tumulte initial était trompeuse, fragile comme une fine couche de glace sur une rivière au printemps. La lampe à pétrole, dont la mèche avait été baissée au minimum, projetait sur les murs de pierre des ombres dansantes et inégales qui, dans l'imagination enflammée de gens, fatigués, se transformaient tantôt en arbres bizarres, tantôt en silhouettes d'esprits inconnus de la forêt, venus assister à cet événement sans précédent. Le vieil homme était assis sur son tabouret, sans lâcher son fusil, bien que le canon fût dirigé vers le sol. Un sommeil lourd et poisseux tournait autour de lui, essayant de l'emporter. Mais l'habitude de longue date de l'homme des bois, pour qui la vigilance était synonyme de vie, empêchait ses yeux de se fermer. Dans le coin, sur le manteau de berger, gisait la mort. Une prédatrice belle, gracieuse, mortellement dangereuse, qui d'un seul coup de patte pouvait briser l'échine d'un cerf, dormait maintenant dans sa maison, à 2 pas de sa femme endormie. C'était inconcevable, cela contredisait toutes les lois de la campagne, toutes les règles de survie qu'il avait absorbées avec le lait de sa mère. La bête sauvage doit vivre dans la forêt, l'homme dans sa maison. La frontière avait été tracée depuis des siècles, et la franchir était une folie. Mais aujourd'hui, cette frontière avait été effacée, non par un caprice humain, mais par la grande loi de la miséricorde, qui s'était révélée plus forte que la peur. Jean regarda sa femme. Monique ne dormait pas. Telle une mère poule, elle s'affairait auprès de ses invités inattendus, oubliant complètement son propre repos et ses reins douloureux. Dans la pénombre, son visage semblait lumineux, presque iconique. Elle trempait un chiffon propre dans du lait tiède, goutte à goutte, pressait le liquide vivifiant dans les minuscules bouches roses des chatons. Il tétait, s'étouffait, mais avalait. Et chaque gorgée était une petite victoire de la vie sur la mort. Le vieil homme remarqua que les mains de sa vieille femme tremblaient. Pas de peur, non, mais d'un trop-plein d'émotions, d'une tendresse qui semblait avoir sommeillé en elle pendant toutes ces années de solitude, et qui maintenant jaillissait en un flot impétueux. Dans la maison qui, des années durant, n'avait entendu que le grincement du plancher et les gémissements des vieillards, résonnait soudain le souffle de la jeunesse, fût-elle animale. L'odeur de fourrure mouillée, mêlée à l'arôme âcre des conifères émanant de la peau du lynx, chassait l'odeur de renfermé de la vieillesse. Et Jean eut un instant l'impression que le temps avait rebroussé chemin. Soudain, le grand lynx bougea. Jean se tendit instantanément. Ses doigts se posèrent instinctivement sur la détente du fusil. La bête ouvrit les yeux. Il n'y avait plus ce voile trouble d'indifférence qu'elle avait à son arrivée. Maintenant, dans ses pupilles jaunes et verticales, brillait une lueur de conscience et, il faut bien l'avouer, de peur. Elle était dans l'antre de l'ennemi. La mémoire des générations, les instincts affinés par des millénaires d'évolution, lui criaient « Fuis, attaque, sauve-toi ». Elle agita une oreille ornée d'un pinceau noir, captant l'odeur de la fumée et de l'homme, et tenta de se soulever sur ses pattes avant. Les muscles sous sa peau tachetée se tendirent, prêts à bondir. De sa gorge s'échappa un grognement bas, guttural, un avertissement qui fit parcourir un frisson dans le dos de Jean. C'était l'heure de vérité. Un mouvement brusque, un geste malheureux, et la petite maison se transformerait en un carnage sanglant où il n'y aurait pas de vainqueur. Doucement, ma belle, doucement. La voix de Monique résonna dans le silence tendu, douce et calme comme le murmure d'un ruisseau de forêt. Elle ne recula pas, ne cria pas. Au contraire, elle tendit lentement, doucement la main vers le museau du prédateur qui montrait les dents. Jean voulut crier, arrêter sa folle de femme,
mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il vit le lynx se figer. Ses narines se dilatèrent, aspirant l'odeur de la main, l'odeur du lait, l'odeur de la chaleur, l'odeur de la bonne femme qui venait de nourrir ses enfants. La bête déplaça son regard de la main au chaton, qui somnolait paisiblement à son flanc, puis à Monique, et enfin à Jean avec son fusil. Dans ce regard se déroulait un travail mental complexe, une lutte entre la nature et les circonstances. Le lynx détendit lentement, très lentement, ses muscles. Le grognement cessa, remplacé par un soupir lourd et fatigué. Elle reposa sa lourde tête sur ses pattes, reconnaissant sa défaite et acceptant la paix proposée. Elle laissa l'humain la toucher. Monique passa doucement la paume de sa main sur le front humide de la bête, la gratta derrière l'oreille, là où l'on voyait une vieille cicatrice. « Voilà, tu es gentille, c'est bien », chuchotait la grand-mère. Et sur ses joues ridées, les larmes coulaient de nouveau. « Personne ne te touchera ici. Dors, ma pauvre, dors. Tu as tant souffert, tant enduré. » Jean expira, sentant la tension de plomb quitter ses épaules. Il reposa prudemment le fusil contre le mur. Cette nuit, l'arme était superflue. Ici se jouait un autre jugement, celui de la conscience, et les balles n'y avaient aucun pouvoir. Il se leva, sentant ses genoux ankylosés craquer, et s'approcha du poêle pour ajouter du bois. Le feu se jeta avidement sur les bûches de bouleaux sèches, crépitant joyeusement, chassant l'obscurité des coins. La chaleur se propageait par vagues dans la pièce, réchauffant les murs transis, et dans cette chaleur, la croûte de glace commençait à fondre, non seulement sur la fourrure du lynx, mais aussi dans le cœur de Jean lui-même. Il regardait les bêtes et pensait à quel point la vie est étrange. Toute sa vie, il les avait chassées, avait prélevé leur fourrure, les considérant simplement comme une ressource ou un ennemi qui volait ses provisions. Et maintenant, en regardant les chatons sans défense, il ressentait une étrange et poignante parenté avec cette famille de la forêt. Eux aussi luttaient pour leur survie dans ce monde cruel et indifférent, tout comme lui. La nuit s'étirait, interminable. La tempête dehors ne se calmait pas. Le vent projetait des paquets de neige contre les vitres, comme s'il essayait d'enterrer la maison vivante, de l'effacer de la surface de la terre. Mais à l'intérieur, dans cette minuscule arche, la vie suivait son cours. Monique, finalement épuisée par sa lutte contre le sommeil, s'assoupit à même le sol, la tête posée sur un petit banc près du lynx. Sa main resta posée sur le flanc de la bête. Jean, en voyant cette scène, ne put que secouer la tête. Si quelqu'un lui avait raconté une telle chose, il n'y aurait jamais cru. La vieille femme et le chat sauvage dormant enlacés, comme deux sœurs. Il s'assit lui-même dans le vieux fauteuil Voltaire, se couvrit d'un plaid usé et sombra dans une somnolence légère, dans laquelle il rêva du printemps, de l'herbe verte et du rire joyeux de ses enfants courant dans la cour. Et dans ce rêve, un énorme et gentil chat venait à la rencontre des enfants, ronronnant si fort que la terre en tremblait. Il fut réveillé par la lumière grise, froide et blafarde qui filtrait par la fenêtre. La tempête s'était calmée. Il faisait frais dans la maison. Pendant la nuit, le poêle s'était éteint et un courant d'air glacial courait sur le sol. La première chose que fit Jean fut de jeter un regard anxieux vers le coin où se trouvaient ses invités. Le lynx ne dormait pas. Elle était allongée, les yeux ouverts, et l'observait attentivement, sans ciller. À la lumière du matin, elle semblait encore plus mal en point que la nuit, maigre à l'extrême. Sa fourrure pendait en mèches sales. Sur une patte, du sang avait séché. Mais son regard était clair. Elle ne grognait pas, seules ses oreilles à pinceau tournaient avec méfiance à chaque grincement et chaque bruissement. Les chatons dormaient, blottis en une boule tachetée entre les pattes de leur mère, ressemblant à deux peluches. Monique ne dormait plus par terre. Elle s'affairait près du poêle, s'efforçant de ne pas faire de bruit avec les casseroles. « Réveillé, mon vieux ?» demanda-t-elle doucement, sans se retourner. « Moi, je prépare un bouillon. Il faut qu'elle mange, qu'elle reprenne des forces. Elle n'a sûrement plus de lait. Rien pour nourrir les petits. Il lui faut de la viande, Monique, pas du bouillon, grommela Jean, en se levant et en s'étirant jusqu'à faire craquer ses articulations. C'est un prédateur. Il lui faut du sang pour vivre. Alors donne-lui de la viande, trancha sa femme. Il y a du lièvre suspendu dans le vestibule. Apporte-le. Ne sois pas avare. Jean grogna, mais ne discuta pas. Il sortit dans le vestibule, où régnait un froid mordant. La porte,
qu'il avait eu tant de mal à ouvrir la veille, était maintenant bloqué de l'intérieur par une congère qui s'était infiltrée par les fentes. Il dut utiliser la pelle pour dégager le passage. Après avoir décroché la carcasse de lièvre gelé, dure comme de la pierre, chassée une semaine plus tôt, il retourna dans la maison. Le lynx, sentant l'odeur de la viande, releva la tête. Ses narines frémirent et la salive coula de sa gueule. La faim était plus forte que la peur. Jean s'approcha d'elle, mais pas trop près, en gardant une distance respectueuse, et jeta la carcasse par terre devant son museau. « Mange, ma pauvre, Dieu nous a donné, et nous partageons, dit-il sévèrement, mais sans méchanceté dans la voix. Le lynx ne se jeta pas immédiatement sur la nourriture. Elle renifla d'abord soigneusement la proie, puis regarda Jean d'un long regard scrutateur, comme pour mémoriser son visage, son odeur, son geste pour le reste de sa vie. Et ce n'est qu'ensuite, les oreilles couchées, qu'elle mordit dans la viande gelée avec l'avidité de quelqu'un qui n'avait pas mangé depuis des jours. Le craquement des os résonna dans la maison, effrayant par sa nature primitive. Mais les vieillards regardaient cela calmement. La nature reprenait ses droits. Pendant que la mère mangeait, les chatons se réveillèrent et se mirent à piailler, réclamant de l'attention. Maintenant, à la lumière du jour, on pouvait mieux les observer. L'un était plus grand, avec des pinceaux sombres sur les oreilles et une drôle de tache blanche sur la poitrine, ressemblant à une cravate de cérémonie. Le second, celui qui était plus faible, s'avéra être une femelle, petite, grisâtre, avec de grands yeux étonnés de la couleur du ciel de printemps. Monique, s'essuyant les mains sur son tablier, s'accroupit devant eux. « Alors, les petits, vous êtes vivants? Vous avez faim ?» demanda-t-elle affectueusement. Les chatons, ne connaissant pas encore la peur de l'homme, car ils n'avaient pas eu le temps de l'apprendre, s'approchèrent d'elle avec curiosité. La petite chatte passa maladroitement par-dessus la patte de sa mère et, titubant sur ses faibles pattes, s'approcha de la main tendue de la grand-mère, reniflant ses doigts. Sa petite langue rugueuse, comme une râpe, lécha la peau. Monique éclata d'un rire doux et heureux, un rire que cette maison n'avait pas entendu depuis très longtemps. « Regarde, Jean, regarde, elle m'a reconnu » s'exclama-t-elle en se tournant vers son mari, et ses yeux brillaient. « Comment on va les appeler ? Ce n'est pas bien de vivre sans nom. Une âme a besoin d'un nom. » Jean, observant comment le petit animal sauvage se blottissait avec confiance contre la main de sa femme, sentit la dernière glace de méfiance fondre dans sa poitrine. Il s'approcha, s'accroupit en grognant, et le grand lynx, s'interrompant de manger, ne grogna pas sur lui. Elle se contenta de renifler brièvement, sèchement, lui permettant d'être près de ses enfants. C'était la confiance suprême qu'un prédateur pouvait accorder, laisser approcher de sa progéniture. La fille, appelle-la Ombre, proposa Jean d'une voix rauque, en regardant la fourrure grise et fumée de la petite. Et le garçon, qu'on l'appelle Vent. Ils sont arrivés dans la tempête, baptisés par le vent. Ombre et Vent, répéta Monique, goûtant les noms comme des bonbons. C'est joli. Et leur mère, comment l'appellerons-nous ? Elle aussi a besoin d'un nom. Elle n'est plus seulement un lynx, elle est notre invitée, presque un membre de la famille. Jean regarda le grand chat qui, ayant apaisé sa première faim, commençait à faire sa toilette. Dans ses mouvements, malgré son épuisement, transparaissait une noblesse. Dans ses yeux, ambrés et profonds comme des lacs de forêt, on lisait une sagesse et une force anciennes. Elle avait survécu là où d'autres auraient péri. Elle avait sauvé ses enfants, dépassant l'impossible, la peur, la mort. « Sylvie !» dit le vieil homme, fermement, comme une sentence. « Nous l'appellerons Sylvie, car elle est la forêt elle-même, sévère mais juste. Et elle n'est pas venue à nous par hasard, Monique. Mon cœur me dit que ce n'est pas un hasard si le destin nous a réunis. » Ainsi commença leur premier matin ensemble. Un matin où le monde au-delà des murs de la maison gisait sous le joug de l'hiver et du froid, mais où, à l'intérieur, entre les murs de pierre noircie, naissait un univers nouveau, fragile, mais étonnamment chaleureux. Un univers où l'homme et la bête avaient cessé d'être des ennemis et étaient devenus une seule meute. Jean regardait par la fenêtre gelée la forêt enneigée, les cimes des sapins ployant sous le poids de la neige, et comprenait que sa vie, qui lui avait semblé un livre terminé et lu, venait de s'enrichir d'un nouveau chapitre inattendu. Et ce chapitre, ils l'écriraient ensemble. Lui, Monique, et les 3 lynx que la nuit de tempête leur avait offert. Un long hiver les attendait, avec le manque de nourriture, les dangers et les angoisses. Mais en cet instant, la paix régnait dans la maison.
Une paix qui valait plus que tous les trésors du monde. Le vieil homme prit sa hache, s'apprêtant à aller fendre du bois. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, il n'allait pas au travail le cœur lourd, mais l'âme légère, sachant qu'à la maison l'attendaient non seulement les souvenirs du passé, mais aussi des âmes vivantes qui avaient besoin de lui, ici et maintenant. Les jours s'écoulèrent, se fondant en une longue bande blanche, semblable à l'écharpe de neige sans fin dont l'hiver avait enveloppé la campagne. La tempête, qui avait fait rage pendant 3 jours, s'était enfin essoufflée, se retirant derrière les collines, laissant derrière elle des congères à hauteur d'homme et un silence cristallin assourdissant. Mais dans la maison de Jean et Monique, le silence n'existait plus. Cette quiétude mortelle et cotonneuse qui, des années durant, avait tissé sa toile de solitude dans les coins, avait été impitoyablement déchirée, piétinée par de petites pattes griffues et remplies de sons qui, au début, donnaient le vertige au vieillard. Désormais, le matin ne commençait plus par des grognements et des plaintes à cause du mauvais temps, mais par un petit tapotement fréquent et maladroit qui résonnait tantôt sous le banc, tantôt derrière le poêle, tantôt juste au chevet du lit. Les lynxons, réchauffés, rassasiés et sentant que la mort s'était éloignée, commencèrent à explorer leur nouveau monde. Et ce monde se révéla pour eux plein de merveilles et de dangers qu'il fallait explorer de toute urgence. Vent, justifiant son nom, grandissait en véritable garnement. Il était plus grand que sa sœur. Ses pattes semblaient déjà disproportionnément grandes, comme s'il avait enfilé les bottes de son père, trop grandes pour lui. À peine les yeux ouverts et debout, il décida immédiatement que la maison était son territoire de chasse personnel. Il grimpait maladroitement sur le tas de bûches près du poêle, tombait, atterrissait sur son derrière moelleux, reniflait drôlement, éternuant à cause de la poussière soulevée, et recommençait à grimper avec une obstination digne d'une bête adulte. Jean, observant ses exploits d'alpiniste par-dessus le journal qu'il relisait pour la 100e fois, s'efforçait de froncer les sourcils et de grommeler, mais les coins de ses lèvres se relevaient traîtreusement, se cachant dans sa barbe grise et épaisse. Un jour, le coquin réussit à renverser le tisonnier qui se trouvait dans un coin. Le vacarme fut tel que Sylvie, qui somnolait sur sa couche, bondit sur ses pattes en un instant. Les poils de son échine se hérissèrent, et un sifflement s'échappa de sa gorge. Mais en voyant le coupable, qui avait eu plus peur que tout le monde et s'était réfugié sous le buffet, elle se contenta de miauler d'un ton de reproche et se recoucha. « Regarde-moi ça, Monique, ce qu'il fait, ce vaut rien. » Tonnait le vieil homme, alors que Vent, agrippé par les griffes au bord de la nappe, essayait de se hisser pour regarder sur la table. « Il va démolir toute la maison, souviens-toi de ce que je te dis. Un prédateur, rien d'autre, une bête féroce en devenir. » Mais il n'y avait pas de colère dans sa voix, seulement une fierté dissimulée. Lui, le vieux chasseur, aimait cette force de vie, ce désir indomptable de vivre et de vaincre qui bouillonnait dans ce petit corps. Il voyait dans ce chaton le reflet de cette énergie sauvage et primitive qui lui manquait tant dans sa vieillesse. Monique, quant à elle, était folle d'ombre. La petite chatte était différente, silencieuse, prudente, comme une ombre. Elle ne cherchait pas les ennuis, préférant observer le monde depuis un abri sur sous la vieille commode. Mais dès que la grand-mère s'asseyait dans son fauteuil pour tricoter, Ombre se matérialisait à côté d'elle. Au début, elle restait à distance, ses grands yeux en soucoupe brillant dans la pénombre, puis, pas à pas, elle se rapprochait jusqu'à se retrouver à ses pieds, posant sa tête sur le feutre chaud des pantoufles de la grand-mère. Sylvie, leur mère, était encore faible, mais chaque jour, la vie revenait dans son corps amaigri. La faim et le froid qui l'avaient tourmenté pendant des semaines n'étaient pas passés sans laisser de traces, mais les soins des humains faisaient des miracles. Elle passait la plupart de son temps allongée sur le manteau de berger que Jean lui avait attribué en usage exclusif, somnolent, agitant ses oreilles au moindre grincement de porte. Mais elle ne détournait plus le regard. Quand Jean passait à côté, traînant ses lourdes bottes, elle le suivait d'un regard calme et attentif de ses yeux jaunes, dans lesquels on lisait une étrange compréhension, presque humaine, de la situation. Elle avait accepté les règles du jeu. Les humains nourrissent, les humains chauffent, les humains ne font pas de mal aux enfants. Donc, on ne touche pas aux humains. C'était un pacte ancien, conclu sans parole ni papier, scellé par l'odeur de la viande et la chaleur du foyer. Parfois, quand Monique changeait l'eau de sa gamelle, Sylvie se permettait une liberté inouïe. Elle touchait à peine la main de la femme de son nez humide, comme pour vérifier si elle était réelle ou si tout cela n'était qu'un délire d'agonie d'une bête en train de geler. Un soir, alors que le vent s'était de nouveau levé dehors, rappelant que l'hiver n'était pas parti, une scène se déroula dans la maison qui fit fondre définitivement la glace entre les deux mondes.
Jean était assis près du poêle, réparant un vieux harnais qui sentait le goudron et le cuir, et à côté de lui traînait une de ses grosses bottes fourrées, usées et élimées. Van, effectuant une nouvelle ronde d'inspection, tomba sur cet objet étrange qui sentait la forêt et le grand-père. D'abord, il siffla sur la botte, le dos arqué et la queue minuscule hérissée. L'ennemi était repéré. Puis, voyant que la botte n'attaquait pas, le chaton passa à l'offensive. Il s'approcha de côté, sautillant drôlement sur ses quatre pattes, et porta un coup de patte foudroyant à la tige. La botte tint bon. Cela excita le petit combattant. Van se lança à l'attaque, planta ses dents dans le feutre, se mit à gronder de son petit grognement de moustique et commença à secouer violemment son adversaire, agitant la tête de droite à gauche. Jean, ayant interrompu son travail, regardait ce spectacle, et ses épaules tremblaient d'un rire silencieux. Le vieil homme oublia son dos douloureux, sa mélancolie, ses maigres provisions. Il était là, à cet instant, captivé par le jeu de cette petite vie. Allez, vas-y, donne-lui une leçon, encourageait-il le chaton. Regarde-moi cette prise. Un bulldog, pas un lynx. Monique, regarde, il va bientôt me laisser sans chaussures. Au plus fort de la bataille, Van fut tellement absorbé qu'il ne remarqua pas que ses griffes s'étaient emmêlées dans le feutre rugueux, il fit une culbute et atterrit directement sur les genoux de Jean. Le vieil homme se figea. Le chaton se figea aussi, réalisant qu'il se trouvait au sommet de la montagne qu'était pour lui l'homme. Le silence s'installa dans la pièce. Sylvie, allongée dans son coin, releva la tête, se tendit. Les muscles sous sa peau roulèrent comme des vagues, mais elle ne bougea pas. Elle n'émit aucun son, se contentant de surveiller attentivement la main de l'homme. Jean, lentement, craignant de briser ce moment, leva sa grande paume rugueuse, où la terre s'était incrustée dans la peau, et, d'un seul doigt, gratta doucement le chaton derrière l'oreille. Van plissa les yeux. Il était au chaud, sur une surface molle, et la main qui aurait pu lui briser l'échine lui procurait maintenant un plaisir incroyable. Il se mit soudain à ronronner bruyamment, comme un petit tracteur, et frotta sa tête contre la paume rugueuse du vieil homme. Alors c'est comme ça, murmura Jean, et sa voix trembla, devenant sourde et douce. On est amis, alors. Eh bien, d'accord. À cet instant, quelque chose se brisa à l'intérieur du vieil ermite. Toutes les années où il avait accumulé du ressentiment contre le monde, contre ses enfants qui étaient partis et l'avaient oublié, contre la vie qui avait été si dure, lui parurent soudain insignifiantes, mesquines, comme de la menue paille. La vie, elle était là, sur ses genoux, chaude, vivante, confiante. Il regarda Sylvie et lui fit un signe de tête, comme à une égale. Tu vois, mère, je ne lui ferai pas de mal. Et le lynx, comme s'il avait compris son message silencieux, posa la tête sur ses pattes et ferma les yeux, lui confiant entièrement ce qu'il avait de plus précieux. À partir de ce soir-là, la frontière disparut. La vie dans la maison changea du tout au tout. Monique, qui pouvait autrefois rester silencieuse des journées entières, plongée dans ses pensées moroses, parlait maintenant constamment à quelqu'un. La maison se remplit de sa voix douce et roucoulante. « Sylvie, tu pourrais te pousser, il faut que je balaie le sol, grommelait-elle affectueusement, maniant le balai autour du lynx alité. Et l'énorme chat, paresseusement, avec la dignité d'une reine, déplaçait sa queue de l'autre côté, mais ne partait pas. Et toi, Ombre, où vas-tu? C'est chaud là-bas. Oust, loin du poêle. Le repas devint un véritable rituel. Les réserves de viande fondaient, et Jean regardait avec anxiété la glacière qui se vidait dans le vestibule, mais ne disait rien à voix haute, pour préserver la tranquillité de sa femme. Il se mit à partir plus souvent en raquette dans la forêt, y disparaissant jusqu'au crépuscule, posant des collets pour les lièvres non seulement pour lui, mais aussi pour sa nouvelle meute. Sylvie l'accompagnait toujours jusqu'à la porte. Elle se levait quand il enfilait son manteau et le regardait avec une question et une attente muette. Elle savait où il allait. Elle savait pourquoi il prenait son fusil. Quand il revenait avec une proie, que ce soit un lièvre maigre ou une paire de perdrix, c'était la fête à la maison. Sylvie ne mangeait plus allongée. Elle se levait, accueillait Jean sur le seuil, non comme un chien qui remue la queue et gémit de servilité, mais comme un partenaire, avec retenue et respect. Elle attendait qu'il enlève son bonnet, qu'il secoue la neige de ses vêtements, et ce n'est que lorsqu'il lui faisait un signe de tête qu'elle s'approchait de sa gamelle. Un lien mystique particulier s'était établi entre Monique et Sylvie. La femme s'asseyait souvent par terre à côté du lynx, un vieux châle sous elle,
passant ses doigts dans la fourrure épaisse et retrouvant son éclat, démêlant les nœuds, et lui racontait sa vie, comment ses enfants étaient nés, combien il avait été difficile de les élever dans les années de disette d'après-guerre, combien son cœur souffrait pour son fils cadet, Nicolas, dont elle n'avait plus de nouvelles depuis 1 an. Sylvie écoutait. Elle ne comprenait pas les mots. Le langage humain n'était pour elle qu'un ensemble de sons. Mais elle comprenait parfaitement l'intonation, sentait la vibration de la douleur et de la mélancolie dans la voix de l'humain. Parfois, elle posait sa lourde tête sur les genoux de Monique et se figeait, laissant les larmes de la vieille femme tomber sur sa fourrure. En ces moments, elles étaient deux mères, partageant un même sort féminin éternel, attendre, aimer et craindre pour leurs enfants. « Elle comprend tout, Jean », disait Monique le soir, alors qu'ils étaient couchés dans l'obscurité, écoutant la respiration régulière des bêtes. Ses yeux sont humains, profonds comme des gouffres. Elle regarde droit dans l'âme, ça donne la chair de poule. Je lui ai parlé de Nicolas aujourd'hui, et elle a soupiré si lourdement, comme si elle avait de la pitié. Peut-être que ce n'est pas une bête, après tout? Peut-être que c'est l'âme de quelqu'un qui est venu à nous? Qu'est-ce que tu racontes, une âme? Grommelait Jean, se tournant sur le côté, bien qu'il pensât secrètement la même chose. Ce regard était bien trop réfléchi. C'est une bête, intelligente, reconnaissante, mais une bête. La forêt l'a mise au monde, la forêt la reprendra. Ne t'y attache pas trop, ma vieille. Elles partiront. Dès que la neige fondra, que les rivières se libéreront, elles partiront. C'est la loi. La forêt appelle. Elles partiront, acquiesçait Monique, et une tristesse inexprimable résonnait dans sa voix. Mais pour l'instant, elles sont là, pour l'instant, elles sont à nous. Mais le printemps était encore loin. Février faisait rage, ensevelissant la maison sous la neige jusqu'au toit. Jean devait chaque matin déblayer la porte et tracer un chemin jusqu'au bûcher, travaillant à la pelle jusqu'à la dernière goutte de sueur. La neige était lourde, dense, compressée par les vents en un béton. Une de ces nuits, alors que le gel craquait si fort que les troncs d'arbres dans la forêt éclataient avec le bruit de coups de canon, ce que Jean craignait arriva. Ombre, la plus faible de la portée, tomba malade. Elle cessa de manger. Son nez devint chaud et sec comme une brique de four. Elle gisait comme une poupée de chiffon et poussait des cris plaintifs, à peine audibles. Sylvie tournait autour d'elle, la léchant, la poussant du nez, essayant de la faire se lever, mais la petite ne réagissait pas, se contentant de trembler finement. Un silence lourd et angoissant s'installa dans la maison. La peur de la perte, qu'ils avaient si heureusement évitée ces dernières semaines, se dressa de nouveau sur le seuil, soufflant le froid. « Elle est toute brûlante, Jean !» chuchotait Monique, serrant le chaton contre sa poitrine et le berçant comme un bébé. « Elle a une fièvre terrible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment la soigner? On n'est pas vétérinaire. On va tuer une âme vivante. » Jean regardait l'agonie de la petite créature et sentait son impuissance. Il savait comment soigner une vache, comment panser la patte d'un chien, mais comment soigner un chaton sauvage de la fièvre? Il se gratta la nuque, se souvenant comment sa grand-mère herboriste le soignait dans sa lointaine enfance. « Il faut des herbes », décida-t-il fermement. « Fais une décoction, du millepertuis, de la camomille, ce qu'on a contre l'inflammation. Et sors la graisse de blaireau. Si ses poumons sont pris, la graisse aidera. Elle extraira la fièvre. » Toute la nuit, les vieillards ne dormirent pas. Monique préparait des infusions d'herbes, remplissant la maison d'une vapeur amère, refroidissait la décoction et, à l'aide d'une pipette improvisée, la versait dans la gueule du chaton affaibli. Jean frottait la petite poitrine fragile avec de la graisse de blaireau, avec ses doigts rudes et calleux, s'efforçant d'agir avec la plus grande délicatesse. Sylvie était assise à côté, sans les quitter des yeux. Elle ne les dérangeait pas, n'essayait pas de reprendre son petit. Elle comprenait, avec son instinct animal, que ses propres forces ne suffisaient pas, que seules ces étranges créatures bipèdes pouvaient arracher son enfant à la mort. Dans son regard, fixé sur les mains de Jean, il y avait un tel espoir, une telle supplication, que le vieil homme était couvert de sueur sous la tension. Il se sentait responsable devant la mère lynx, une responsabilité plus grande que devant n'importe qui d'autre. Au matin, la crise était passée. Ombre avait transpiré, sa respiration s'était régularisée, devenant profonde et calme. Elle ouvrit les yeux, trouble de sommeil, et miaula doucement, cherchant sa mère. Sylvie fut immédiatement à ses côtés, la lécha de la tête aux pieds,
en ronronnant comme un moteur. Monique, épuisée, s'effondra sur une chaise et se mit à pleurer, des larmes silencieuses de soulagement, s'essuyant le visage avec le coin de son fichu. Jean sortit sur le perron pour fumer. Ses mains tremblaient, ses doigts n'arrivaient pas à rouler une cigarette. Il regardait les qui rosissaient, la forêt étincelante de givre, et pensait que cette nuit avait rendu leur famille encore plus forte. Ils s'étaient battus pour la vie d'un petit animal sauvage comme si c'était leur propre petit-fils, et ils avaient gagné. La mort avait de nouveau reculé devant leur persévérance. Quand il retourna dans la maison, Sylvie s'approcha de lui. Elle se dressa sur ses pattes arrière, posant ses pattes avant sur sa poitrine. Lourde, puissante, dangereuse. Les griffes étaient rentrées. Jean se figea. Le visage du lynx se trouva au niveau du sien. Elle sentait la bête et le lait. Elle le regarda dans les yeux pendant quelques secondes, sans ciller, puis de sa langue rugueuse, elle lui lécha la joue piquante et mal rasée. Une seule fois. Bref et clair. C'était un merci dans le langage de la forêt. C'était une reconnaissance. Jean lui caressa la tête, sentant sous ses doigts le crâne dur du prédateur et la douceur de ses oreilles. « Allez, ça va, marmonna-t-il, sentant ses yeux piquer sous l'émotion. Vivez. Vivez, c'est tout. Désormais, ils n'étaient plus de simples voisins de fortune. Ils étaient devenus une seule meute, soudés par un malheur commun, un pain commun et un amour commun. La frontière entre le monde des hommes et le monde des bêtes avait définitivement disparu, dissoute dans la fumée du poêle et la chaleur des mains humaines. Et bien que l'hiver impitoyable régnât encore dehors, à l'intérieur de la maison régnait le printemps, un printemps de compréhension mutuelle et de bonté, qui, s'avéra-t-il, peut réchauffer même pendant les gels les plus rudes. Mais ils ne savaient pas encore que la plus grande épreuve de leur amitié était à venir, que la forêt ne pardonne pas la faiblesse et exigerait bientôt un prix pour ce bonheur fragile. Le temps, dans les profondeurs de la campagne, s'écoule selon ses propres lois, inconnues de l'homme. Il ne se mesure pas en heures et en minutes, il se mesure à la hauteur des congères, à la longueur de l'ombre d'un pin séculaire et au nombre de bûches restant dans le bûcher. Février, le mois le plus méchant et le plus perfide de l'hiver, entra en vigueur, apportant avec lui des froids si intenses que les oiseaux tombaient morts en plein vol, et que les troncs des mélèzes éclataient avec un bruit de canonnade. La maison de Jean et Monique se transforma en un minuscule sous-marin plongé dans un océan blanc et silencieux. La neige arrivait jusqu'aux fenêtres, et le vieil homme devait chaque matin creuser une tranchée dans cette masse blanche compactée pour simplement prendre l'air. Mais désormais, en sortant sur le perron, il ne ressentait plus cette solitude oppressante qui le rongeait auparavant. Maintenant, derrière son dos, derrière la porte épaisse, battait la vie. Une vie chaude, bruyante, exigeante. Sylvie, complètement remise de la faim, était devenue la maîtresse de maison à part entière. Sa fourrure, autrefois en lambeaux, était maintenant lustrée et scintillait à la lumière de la lampe. Ses muscles s'étaient gonflés d'acier, et dans ses mouvements était apparue cette grâce terrible et envoûtante qui distingue le prédateur suprême. Mais cette puissance, capable de tuer, était humble entre les murs de la maison. Elle ne sortait jamais les griffes en jouant avec les chatons ou en passant près des vieillards. Elle avait appris à ouvrir la porte du vestibule avec sa patte, à dormir sur le banc en laissant pendre sa queue, et même à ronronner. Ce son ressemblait au grondement lointain du tonnerre, qui faisait vibrer le plancher. Mais ce qui étonnait le plus Jean, c'étaient ses yeux. Il y voyait non pas le vide animal, mais une sorte de sagesse ancienne et insondable. Il semblait qu'elle connaissait sur la vie quelque chose d'inaccessible aux hommes, avec leurs livres et leurs mots. Un soir tard, alors que Monique, épuisée par sa journée, dormait déjà derrière le rideau de cotonnade, et que les chatons, après avoir joué, s'étaient blottis près du poêle, Jean était assis à la table, démêlant de vieux filets de pêche. Le sommeil ne venait pas. Son cœur, usé par des années de dur labeur, se manifestait de plus en plus souvent. Tantôt une piqûre d'aiguille, tantôt une oppression dans la poitrine qui l'empêchait de respirer. Le vieil homme s'efforçait de ne rien montrer à sa femme, mais la peur, poisseuse et froide, s'insinuait dans son âme. Une peur non pas pour lui, mais pour elle. Que adviendrait-il de Monique s'il ne se réveillait pas un matin? Qui fendrait le bois? Qui apporterait l'eau? Sylvie, qui somnolait jusqu'alors près de la porte, se leva soudain et s'approcha silencieusement de la table. Elle s'assit en face, posa sa lourde tête sur le bord de la table et regarda Jean droit dans les yeux. « Qu'y a-t-il, ma grande, tu ne dors pas ?» demanda doucement Jean, en posant sa navette. « Tu le sens ?
Oui, tu sens tout. Le lynx cligna des yeux, et ses yeux jaunes brillèrent de compréhension. Jean ressentit soudain un besoin irrépressible de se confier, de se décharger de la pierre qu'il portait dans sa poitrine depuis des décennies. Il ne pouvait pas raconter cela aux gens. Sa fierté l'en empêchait, et de toute façon, il n'y avait personne à qui parler. Mais une bête ne jugerait pas, n'interromprait pas, ne le regarderait pas avec reproche. Une bête se contenterait d'écouter. Tu sais, Sylvie, pourquoi nous sommes seuls ici à nous morfondre? Commença-t-il, et sa voix devint sourde, brisée. Tu crois que j'aime ce coin perdu? Non. C'est moi, vieil imbécile, qui ai tout détruit. Nous avions un fils. Nicolas. Un gars solide, il me ressemblait. J'étais sévère, tu sais, Sylvie. Je pensais forger un homme, j'élevais un soldat. J'exigeais toujours, je grondais toujours. Tu ne fais pas bien, tu ne vas pas dans la bonne direction, tu ne dis pas ce qu'il faut. Je pensais lui forger le caractère, le rendre plus fort, et j'ai brisé mon fils. Jean se tut, sortit sa blague à tabac, mais ne roula pas de cigarette, se contentant de pétrir les feuilles sèches entre ses doigts. Sylvie ne bougeait pas, seules ses oreilles captaient chaque mot avec attention. Il est parti, continua le vieil homme, regardant au-delà du lynx dans l'obscurité du coin. Il y a 10 ans, il est parti. Il a claqué cette même porte et a dit, je n'ai plus de père. Et il avait raison. Un père, ce n'est pas celui qui éduque à coups de ceinture, c'est celui qui te soutient. Et moi? Moi, je n'ai fait qu'exiger. Monique a blanchi en une nuit. Et moi, j'attendais toujours qu'il revienne s'excuser. Mon orgueil maudit. Et maintenant, voilà. Il fit un geste de la main vers la pièce. Le vide. Pas de petits enfants sur les genoux, pas de lettres. Juste nous deux, qui attendons la fin. Une larme coula sur la joue du vieil homme, se perdant dans sa barbe grise. Une larme rare et amère d'un homme qui avait compris trop tard la vérité essentielle de la vie. Il laissa tomber sa tête dans ses mains. Et c'est alors qu'il sentit un contact. Sylvie, se dressant sur ses pattes arrière, appuya son nez humide contre sa tempe, puis se mit à lécher sa joue rugueuse de sa langue rêche. Elle léchait ses larmes, sa douleur, sa solitude. Il y avait dans ce geste tant de compassion, tant d'amour supérieur, non humain, que Jean tressaillit. La bête consolait l'homme. Le prédateur réconfortait le chasseur. Merci, murmura-t-il, enlaçant le cou puissant du lynx et enfouissant son visage dans sa fourrure épaisse. Merci de ne pas m'avoir abandonné. C'est sûrement Dieu qui vous a envoyé, pour que, sur mes vieux jours, je comprenne enfin comment il faut aimer. Pas pour quelque chose, mais malgré tout, comme tu aimes tes petits. Cette nuit marqua un tournant. La confession, prononcée dans le vide et acceptée par une bête sauvage, soulagea l'âme de Jean. Mais les tourments de l'âme furent remplacés par des épreuves physiques. Les réserves de nourriture fondaient à une vitesse effrayante. Le sac de farine touchait à sa fin. La jarre de viande salée était vide. Il ne restait que des champignons séchés et quelques pommes de terre gelées dans la cave. La chasse devenait de plus en plus difficile. Les animaux de la forêt s'étaient terrés, se réfugiant dans des contrées lointaines pour échapper à la disette. Jean revenait de plus en plus souvent de la forêt les mains vides. Il était fatigué. L'essoufflement le tourmentait après seulement 1 kilomètre. Ses raquettes semblaient être en plomb. Il donnait les meilleurs morceaux à Monique et au lynx, se contentant lui-même d'un simple bouillon de légumes. Et ses forces l'abandonnaient de jour en jour. Sylvie le voyait. Elle voyait les mains du vieil homme trembler lorsqu'il décrochait son fusil. Elle sentait l'odeur de la maladie et de l'épuisement qui émanait de lui. Et en elle se réveilla l'instinct de la pourvoyeuse. Elle n'était plus cette ombre impuissante qui était venue ramper pour mourir. Elle était une prédatrice forte et jeune, dans la fleur de l'âge. Le matin, alors que Jean enfilait péniblement ses bottes, s'apprêtant à aller vérifier ses collets vides, Sylvie ne resta pas assise près du poêle. Elle s'approcha résolument de la porte et se retourna vers lui, émettant un grognement court et impérieux. « Où vas-tu, ma grande » s'étonna Jean. « Il fait froid dehors, reste à la maison. » Mais le lynx ne recula pas. Elle frappa la porte de sa patte, exigeant qu'on la laisse sortir. Il y avait dans sa posture une telle détermination que le vieil homme comprit qu'il était inutile de discuter.
Tu veux aider? Devina Théil. Eh bien, à deux, c'est plus gai. Allons-y. Ils sortirent dans un monde d'une blancheur éblouissante. Le gel pinçait le visage, le soleil aveuglait les yeux. Jean chaussa ses raquettes, et Sylvie, s'enfonçant dans la neige mais avançant obstinément, marcha à ses côtés. Dans la forêt, elle se transforma. De chatte domestique, elle devint instantanément une machine à tuer parfaite. Elle glissait entre les troncs sans un bruit, comme de la fumée. Ses oreilles captaient le moindre bruissement sous les congères. Jean l'observait avec admiration. Lui qui s'était toute sa vie considéré comme le maître de la forêt, comprit qu'il n'était ici qu'un invité. La maîtresse, c'était elle. Ils marchèrent longtemps. Jean commençait déjà à suffoquer. Des cercles sombres dansaient devant ses yeux. Et soudain, Sylvie se figea. Elle se coucha dans la neige, devenant plate et invisible. Seul le bout de sa queue tressaillait à peine. Devant, dans un buisson de genévrier, se nourrissait une volée de perdrix. Jean n'eut même pas le temps de lever son fusil. Tel un éclair roux, Sylvie bondit en avant. Une explosion de neige, un battement d'ailes, un cri bref, et tout s'arrêta. Quand le vieil homme s'approcha, le lynx se tenait au-dessus d'une grosse perdrix, la maintenant avec sa patte. Elle ne se mit pas à la dépecer, ne se mit pas à manger. En voyant Jean, elle recula d'un pas et poussa la proie vers ses pieds. Pour moi? Jean était stupéfait. Mais c'est ta proie, Sylvie. Tu as faim. Le lynx s'assit et se lécha les babines. Son regard était calme et sévère. Prends, disait-elle de toute son attitude. Tu es faible, tu en as plus besoin, et moi, j'en attraperai d'autres. C'était un moment de noblesse suprême, dont peu d'humains sont capables. La bête partageait son dernier morceau, remboursant sa dette de vie. Jean ramassa l'oiseau lourd, et ses mains tremblaient. « Merci, ma nourricière, murmura-t-il. Merci, ma chère, nous sommes sauvés. Maintenant, c'est sûr, nous sommes sauvés. » Ils rentrèrent à la maison victorieux. Jean portait la perdrix, et Sylvie marchait fièrement devant, lui ouvrant le chemin. Ce jour-là, le vieil homme comprit que ce n'était plus lui qui les sauvait, mais eux qui le sauvaient. La boucle était bouclée. Le bien, jeté dans la neige cette nuit terrible, avait germé et porté ses fruits. Mais il ne savait pas que cette sortie dans la forêt n'était pas passée inaperçue. Des yeux méchants et affamés les observaient depuis un épais fourré de sapins, une silhouette grise et pleine de haine glissa derrière les arbres, les suivant jusqu'à la lisière. Sylvie sentait ce regard dans son dos. Elle s'arrêta plusieurs fois et grogna sourdement en direction du fourré. Mais le vent soufflait dans l'autre sens, et elle ne pouvait pas sentir l'ennemi. Les loups, ennemis éternels des lynx, fléaux de la forêt, fantômes de la mort, ils étaient venus, et ils avaient faim. La joie de la proie que Jean et Sylvie avaient rapportée à la maison fut de courte durée, comme un rayon de soleil perçant les nuages de plomb pour un instant seulement. Monique, applaudissant à la vue de la grosse perdrix, se mit aussitôt à la plumer, murmurant des paroles tendres à son mari et au lynx, mais son œil expérimenté remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Jean, à peine le seuil franchi, s'affaissa lourdement sur le banc. Son visage, habituellement rouge à cause du froid, était gris comme de la cendre, et sa respiration s'échappait de sa poitrine avec un sifflement et un râle, comme si quelqu'un gonflait de vieux soufflets percés dans ses poumons. Il n'enleva même pas ses bottes. Il eut juste la force d'ôter son bonnet. Des cheveux mouillés de sueur lui collaient au front. Sylvie, habituellement si réservée, se comportait étrangement. Elle ne rejoignit pas ses chatons, mais s'assit aux pieds de son maître, le regardant avec anxiété et miaulant doucement, plaintivement. La bête sentait le malheur avant même qu'il ne frappe à la porte. Le soir, alors que l'arôme du bouillon de perdrix remplissait la maison, promettant une satiété longtemps attendue, Jean ne pouvait plus se lever. La fièvre s'abattit sur lui soudainement et impitoyablement, comme une lourde carcasse d'ours. Il était secoué par un frisson violent. Ses dents claquaient, et le vieux manteau de berger dont l'avait couvert une Monique effrayée semblait être un mince chiffon incapable de retenir la chaleur. Le mal, qui s'était accumulé pendant des années dans son corps fatigué et qui avait été exacerbé par le vent glacial de la chasse, avait décidé de prendre son dû. Monique s'agitait entre le poêle et la couche, appliquant sur le front de son mari des linges imbibés de vinaigre, lui faisant boire une décoction chaude de framboise, mais la fièvre ne baissait pas. Jean sombrait tantôt dans un oubli visqueux et collant, tantôt reprenait conscience,
mais son regard errait, ne reconnaissant pas les murs familiers. « Sylvie !» murmurait-il dans son délire, saisissant la main de sa femme avec ses doigts secs et brûlants. « Là-bas, dans la forêt des yeux. Ne les laisse pas entrer, Monique, ne les laisse pas entrer. » « Doucement, Jean, doucement, mon chéri, » pleurait Monique, lui caressant la tête grise. « Il n'y a personne, nous sommes à la maison. Tout va bien. C'est la fièvre qui te tourmente. Sois patient, si Dieu le veut, ça passera. » Mais Jean ne se calmait pas. Son angoisse se transmit aux habitants de la maison. Les lynxons, habituellement bruyants et joueurs, se turent. Vent et ombre se réfugièrent sous la vieille commode, d'où leurs yeux effrayés brillaient, sentant que leur principal protecteur, leur bon géant, était vaincu. Et Sylvie déclara l'état de guerre. Elle refusa de manger, bien qu'elle eût faim après la chasse. Elle prit position près de la porte d'entrée, la tête posée sur ses pattes avant. Mais ses muscles étaient tendus comme des cordes d'arc. Ses oreilles, ornées de pinceaux noirs, tournaient, captant chaque son provenant de l'extérieur, de l'obscurité hurlante. Elle savait de quels yeux parlait le vieil homme. Elle les avait vus aussi. La nuit tomba sur la campagne, dense, noire, sans étoiles. Le vent se calma, mais ce silence était plus effrayant que n'importe quelle tempête. Dans ce silence de mort, un son retentit qui glaça le sang de Monique, assise au chevet de son mari. C'était un hurlement, mais pas le hurlement plaintif et prolongé d'un loup solitaire auquel les habitants de la région étaient habitués. Non, c'était un appel et une réponse. Des sons courts, méchants, saccadés, venant de différentes directions. D'abord à droite, près du bûcher, puis à gauche, près de la vieille grange, puis juste derrière le mur de la maison. Les loups. Et pas un ou deux vagabonds, mais une meute entière. Ils étaient venus en suivant les traces laissées par Jean et Sylvie. Ils sentaient l'odeur du sang de la perdrix, l'odeur de la maladie du vieil homme, l'odeur des petits lynxons. Ils sentaient la faiblesse. Sylvie, près de la porte, émit un grognement bas et vibrant. Les poils de son échine se hérissèrent, la transformant en une bête énorme et effrayante. Elle se leva et, lentement, sans quitter la porte des yeux, recula, barrant le passage vers la pièce où dormaient ses enfants et les humains sans défense. Dans ses yeux jaunes s'alluma un feu vert de fureur. Elle était prête. Elle savait que la porte était fragile, que les vieilles planches et le verrou rouillé étaient une piètre protection contre une meute affamée, menée par un chef intelligent et cruel. « Seigneur, sauve-nous et protège-nous » murmura Monique, se signant d'une main tremblante. Elle comprit qu'ils étaient piégés. Jean était inconscient, le fusil pendait au mur comme une décoration inutile. Elle ne savait pas s'en servir, et le recul l'aurait jeté à terre. Le seul défenseur de cette maison était une bête sauvage. Dehors, on entendit le crissement de la neige sous de nombreuses pattes. Les loups resserraient leur cercle. Ils n'étaient pas pressés d'attaquer. Ils testaient, effrayaient, épuisaient leur proie par la peur. L'un d'eux, enhardi, s'approcha de la fenêtre et gratta la vitre avec ses griffes. Le son était désagréable, grinçant, comme un couteau sur du fer. Monique poussa un cri, se couvrant la bouche de la main. Dans l'obscurité derrière la vitre, une paire de lueurs vertes brilla un instant puis disparut. Il savait qu'il y avait une proie dans la maison, et il savait que l'ennemi principal, l'homme au bâton qui crachait le feu, n'était pas dangereux pour le moment. La forêt propage les nouvelles rapidement, et l'odeur de la maladie leur avait tout dit. Jean ouvrit soudain les yeux. Son regard s'éclaircit une seconde, comme s'il émergeait du bourbier trouble de son délire. Il avait entendu ce grincement. L'instinct du chasseur avait percé le voile de la fièvre. Le fusil. Râla-t-il, en essayant de se soulever sur les coudes, mais son corps ne lui obéissait pas. Ses bras étaient comme du coton. Monique, le fusil, ils sont là. Reste couché, Jean, reste couché, se précipita sa femme vers lui. Où veux-tu aller? Tu ne tiens même pas debout. Le fusil. Hurla-t-il avec une force inattendue. Et dans ce cri, il y avait cette autorité masculine d'autrefois qui força Monique à obéir. Les larmes aux yeux, elle décrocha le lourd fusil à 2 coups du mur et le plaça dans les mains de son mari. Jean saisit péniblement la crosse. Ses doigts ne trouvaient pas la détente. Il comprenait qu'il ne pourrait pas viser, qu'il ne pourrait pas supporter le recul, mais la simple sensation de l'arme dans ses mains lui donnait de la force.
C'était sa dernière ligne de défense. Sylvie, voyant que le vieil homme était armé, se calma un peu, mais ne quitta pas son poste. Elle s'approcha de la fenêtre, sauta sur le rebord et se figea comme une statue. Dehors, à la lumière de la lune qui perçait les nuages, on voyait des ombres grises. Elles étaient nombreuses, 5, peut-être plus. Elles étaient assises en demi-cercle dans la neige, regardant la maison. C'était un siège. Le siège le plus terrible qui puisse exister dans la forêt. Un siège de froid, de faim et de crocs. Le chef de la meute, un loup énorme et expérimenté à l'oreille déchirée, s'avança. Il leva le museau vers le ciel et se mit à hurler, un hurlement sinistre, prolongé, victorieux. Ce hurlement disait « Vous êtes à nous, vous n'avez nulle part où aller ». En réponse, un autre son s'éleva de la maison. Sylvie colla son nez contre la vitre et cria. Ce n'était ni un miaulement ni un grognement. C'était le cri du lynx, strident, perçant, semblable au cri d'une femme en détresse. C'était un défi. « Venez les chercher si vous en êtes capable », criait-elle. Les chatons sous la commode poussèrent des cris plaintifs, et ces cris devinrent pour Sylvie une motivation supplémentaire. Elle ne défendait pas seulement un territoire, elle défendait l'avenir de son espèce. Et dans cet avenir, il y avait aussi une place pour ces deux vieillards qui lui avaient donné refuge. Monique, assise par terre près du lit de son mari, priait. Elle ne priait pas pour elle-même. Elle priait pour Jean, pour ce malheureux lynx, pour ses enfants. Ne les laissez pas mourir, Seigneur, murmurait-elle. Ce sont des âmes innocentes, des bêtes plus humaines que nous. La nuit s'étirait à l'infini. Jean tombait tantôt dans l'inconscience, tantôt reprenait ses esprits, serrant le fusil jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Les loups n'attaquaient pas, ils attendaient. Ils attendaient que la lumière s'éteigne, que la fatigue terrasse les défenseurs, que le froid pénètre dans la maison. Ils savaient que le temps jouait en leur faveur. La maison, perdue dans les neiges, semblait être une coquille si fragile face aux éléments primitifs. Mais à l'intérieur de cette coquille battait un cœur commun, uni, celui de l'étrange meute de l'homme et du lynx. Vers le matin, alors que le sommeil le plus lourd, celui d'avant l'aube, commençait à vaincre Monique, un fracas retentit dans le vestibule. Quelque chose de lourd avait heurté la porte de l'extérieur. Le loquet, vieux et rouillé, tinta plaintivement. Les loups testaient la résistance. Sylvie sauta du rebord de la fenêtre comme un éclair et se précipita vers la porte. Elle se dressa sur ses pattes arrière, s'appuyant de ses pattes avant sur les planches, et siffla avec une telle fureur que la salive gicla sur le sol. Elle entendait leur souffle derrière la mince barrière. Elle entendait leurs griffes gratter le bois. L'ennemi était sur le seuil. La distance entre la vie et la mort s'était réduite à l'épaisseur d'une seule planche de bois. Jean, rassemblant sa volonté, souleva les canons en direction de la porte. « Allez, approchez » murmura-t-il de ses lèvres sèches. « Je vais vous servir, tous vous servir. » Mais il ne pouvait pas tirer. Des cercles rouges dansaient devant ses yeux, ses mains tremblaient. Il comprenait que s'ils enfonçaient la porte maintenant, il n'aurait le temps que pour un seul coup, et il serait probablement imprécis. Tout l'espoir reposait sur la solidité du bois et sur la fureur du lynx. Sylvie le comprenait aussi. Elle se retourna vers les vieillards, et dans son regard, Monique vit un adieu. La bête faisait ses adieux, se préparant à vendre sa vie chèrement. C'était le regard d'un soldat partant pour son dernier combat. Un combat où il n'y aurait pas de prisonniers. Le choc fut d'une force terrible. Le vieux bois de la porte extérieure, détrempé par les pluies et séché par le gel pendant des décennies, ne résista pas à l'assaut du bélier vivant. Avec un craquement semblable à un coup de feu, la traverse du vestibule se brisa. L'air froid, mêlé à une odeur de chien et de haine, s'engouffra dans la maison chaude par les fentes de la porte intérieure, qui restait maintenant la seule barrière, ridiculement mince, entre la famille et la meute. Les loups étaient dans le vestibule. Leur respiration lourde, le cliquetis de leurs griffes sur les planches gelées et leurs gémissements impatients s'entendaient si clairement que c'était comme s'ils se tenaient déjà au milieu de la pièce. Sylvie, jusqu'alors figée dans la posture d'un ressort prêt à se détendre, changea soudainement. Elle jeta un regard à ses enfants, blottis en une boule tremblante sous la commode, puis déplaça son regard vers Monique, pétrifiée dans une terreur pieuse, et vers Jean, qui luttait pour maîtriser son corps désobéissant. Il n'y avait pas de peur dans son regard.
Il y avait la détermination froide et calculée d'une mère qui sait que le seul moyen de sauver sa progéniture est de livrer bataille en territoire ennemi, de ne pas laisser la mort entrer dans le nid. Elle comprenait que si les loups faisaient irruption dans la pièce, dans cet espace exigu, au milieu des meubles et des gens, elle n'aurait aucune chance. Ils la submergeraient par le nombre, déchiquetteraient les chatons avant qu'elle ait le temps de mordre la gorge du premier ennemi. Il fallait les affronter là, dans le passage étroit du vestibule, où les loups ne pourraient pas attaquer tous en même temps. « N'y va pas !» cria Monique, devinant l'intention de la bête. « Sylvie, n'y va pas, ils te tueront. » Mais le lynx avait déjà pris sa décision. Elle s'approcha de la porte, qui tremblait sous les coups des corps des loups, et poussa un rugissement si sauvage et primitif qu'il couvrit même le hurlement du vent dehors. C'était un cri de guerre, et en même temps une manœuvre de diversion. Elle frappa le loquet de sa patte. Le vieux crochet, qui ne tenait déjà qu'à un fil, céda. La porte s'entr'ouvrit juste assez pour laisser passer le corps souple de la prédatrice, dans l'obscurité glaciale du vestibule. Sylvie se glissa hors de la pièce, et la porte, sous la pression du courant d'air, se referma derrière elle, coupant la lumière et la chaleur du champ de bataille. Là, dans l'obscurité du vestibule froid, l'enfer commença. Cela ne ressemblait pas au duel noble des livres. C'était une mêlée sale et cruelle à mort. On entendit un glapissement, des grognements, le fracas de seaux qui tombaient et les coups sourds des corps contre les murs. Sylvie, utilisant l'avantage de l'exiguïté et sa réaction incroyable, se transforma en un tourbillon de griffes et de crocs. Elle ne se battait ni pour la nourriture, ni pour le territoire. Elle se battait pour l'amour. Et il n'y a pas de force plus terrible dans la nature que la fureur d'une mère protégeant ses enfants. Les loups, habitués à la chasse en meute dans des espaces ouverts, n'étaient pas préparés à une telle attaque dans un espace confiné. Le lynx attaquait par le haut, sautait sur leur dos, leur arrachait les oreilles et le nez, tout en esquivant les morsures mortelles. Mais ils étaient trop nombreux. Dans la pièce, Monique sanglotait, les mains sur les oreilles pour ne pas entendre les bruits de chair déchirée. Et Jean n'était plus un vieillard malade. L'adrénaline, qui inondait son sang, avait brûlé la fièvre pour quelques précieux instants. Il ne pouvait pas la laisser mourir seule. Il ne pouvait pas trahir celle qui venait de se jeter volontairement dans la gueule de la mort pour lui. Le vieil homme glissa du lit. Ses jambes flageolaient, mais il rampa obstinément vers la porte, s'agrippant au mur. Dans ses mains, il serrait le fusil à 2 coups. Ses doigts, qui une minute plus tôt ne pouvaient même pas tenir une cuillère, s'agrippaient maintenant à l'acier froid des canons. « Tiens bon, ma chère, » râlait-il, en traînant son corps lourd vers le seuil. « Tiens bon, Sylvie, j'arrive. » Le vacarme dans le vestibule s'intensifiait. On entendait un des loups gémir de douleur. Mais on entendait aussi la respiration lourde et sifflante du lynx. Les forces étaient inégales. Le chef de la meute, un tueur expérimenté, l'avait acculé dans un coin, tandis que les autres essayaient d'atteindre ses flancs. Jean atteignit la porte. Oui, il n'avait pas la force de se lever. Il ne pouvait tirer qu'assis ou couché. Il comprenait qu'en ouvrant la porte, il laisserait entrer les loups, mais il n'y avait pas d'autre solution. Soit ils mouraient ensemble, soit personne ne mourrait. « Monique !» cria-t-il, et sa voix résonna étonnamment ferme. « La lumière !» La lampe près de la porte, vite. La grand-mère, obéissant à l'ordre, attrapa la lampe à pétrole et, tremblante, courut vers son mari. Jean, l'épaule appuyée contre le montant de la porte, arma les chiens. Le déclic de l'armement résonna comme une sentence. « Ouvre !» ordonna-t-il. Monique tira la porte vers elle. La lumière de la lampe, s'échappant de la pièce, frappa l'obscurité du vestibule, révélant une scène macabre. Le sol était couvert de sang et lacéré de griffes. Dans un coin, acculée contre un tas de bûches, se tenait Sylvie. Elle était effrayante. Sa fourrure pendait en lambeaux, son museau était couvert de son propre sang et de celui de ses ennemis. Un œil était enflé, mais elle tenait bon. Devant elle, montrant ses crocs jaunes, se préparait pour le saut final un énorme loup gris, le chef. Les autres se tassaient sur les côtés. Leurs yeux brillaient d'un feu vert à la lumière de la lampe. Le loup, aveuglé par la lumière soudaine, se figea une seconde, tournant le museau vers la porte. 7 secondes suffit à Jean. Il ne visa pas dans le tas, craignant de toucher le lynx. Il dirigea les canons un peu au-dessus de la tête du chef, vers le mur en planche du vestibule,
et appuya sur la détente. Bang! Bang! Le coup de feu, dans un espace confiné, retentit comme l'explosion d'une bombe. Le vacarme assourdit les oreilles, remplissant l'air d'une fumée âcre de poudre. La flamme des canons jaillit en un éclair aveuglant. La chevrotine fit voler en éclats les planches au-dessus de la tête du chef, le couvrant d'une pluie d'échardes acérées. Les loups, pris d'une peur panique du tonnerre, reculèrent avec horreur. Pour une bête sauvage, il n'y a rien de plus effrayant qu'un coup de feu à bout portant. L'odeur de la poudre couvrit l'odeur du sang. L'instinct de conservation l'emporta sur la faim. Le chef, la queue entre les jambes et gémissant de peur et de commotion, fut le premier à s'enfuir, bousculant ses congénères. « Dehors, sale bête !» hurla Jean, d'une voix qui n'était pas la sienne, y mettant le reste de ses forces. « Je vous tuerai, je vous abattrai tous. » Il essaya de tirer avec le second canon sur la meute en fuite, mais ses bras le lâchèrent, et le fusil tomba sur le sol avec un bruit sourd. Le vieil homme s'effondra à côté, respirant lourdement. Le silence revint dans le vestibule, troublé seulement par le sifflement du vent dans la porte extérieure brisée et le goutte à goutte du sang. Monique, posant la lampe par terre, ne se précipita pas vers son mari, mais dans l'obscurité du coin, là où le combat venait d'avoir lieu. « Sylvie, ma petite, tu es vivante ?» pleurait-elle, tendant les mains vers la bête ensanglantée. Le lynx ne bougeait pas. Elle se tenait debout, les pattes largement écartées, la tête basse. Le sang coulait de son flanc, formant une flaque sombre sur le sol. Elle respirait lourdement, rauquement. Chaque inspiration lui coûtait une douleur. En voyant Monique, elle tenta de faire un pas vers elle, mais ses pattes se dérobèrent, et la bête puissante s'effondra sur le côté. « Jean, elle se meurt !» cria Monique d'une voix si terrible que le cœur du vieil homme, allongé sur le seuil, se serra. Rassemblant ses dernières forces, il rampa sur les 4 pattes jusqu'au lynx. Sylvie gisait immobile, les yeux mi-clos. Mais lorsque la main de Jean toucha sa tête, elle remua à peine une oreille. Elle était vivante. Blessée, épuisée, ayant perdu beaucoup de sang, mais vivante. « Dans la maison il faut la rentrer, » murmura Jean. « Elle va geler ici. » Trop de sang. Ils la traînèrent à deux. Un vieil homme malade et une femme faible. Ils traînaient une bête sauvage pesant 50 kilos, glissant dans leur propre sang et celui des loups, s'épuisant, pleurant d'impuissance et de pitié. Ils la ramenèrent au chaud, sur ce même manteau de berger où elle avait dormi toutes ces semaines. Les chatons, sentant l'odeur du sang de leur mère, sortirent de leur cachette et l'entourèrent en poussant des cris plaintifs. Vent enfouissait son nez dans son œil fermé, essayant de la réveiller, tandis qu'Ombre se mit à lécher la blessure sur son épaule. Jean était allongé à côté, par terre, incapable de se lever. La fièvre était revenue, le submergeant d'une nouvelle vague de chaleur. Mais sa conscience était claire. Il regardait le lynx qui leur avait sauvé la vie. Il voyait les plaies béantes sur sa peau, voyait ses flancs se soulever convulsivement. Il comprenait que cette nuit, un miracle s'était produit. Un miracle de fidélité que l'on ne rencontre pas toujours chez les humains. « Monique » appela-t-il doucement. « Coup »« Quoi » ne comprit pas sa femme, en essuyant ses larmes. « Coula. Prends une aiguille, du fil de soie, désinfecte avec de l'alcool et coud. Sinon, elle se videra de son sang. Tu sais faire, tu m'as bien recousu mes chemises. C'est le même tissu, mais vivant. Coup, Monique, pour l'amour du Christ, coup, ne la laisse pas mourir. » Et Monique, une simple femme de la campagne qui, toute sa vie, avait eu peur de voir du sang, devint soudain chirurgienne. Elle sortit de sa boîte à couture la plus grosse aiguille, la passa à la flamme de la lampe, trouva du fil solide. Ses mains cessèrent de trembler. Elle murmurait des prières en nettoyant les plaies avec de l'eau-de-vie, qui faisait tressaillir le lynx même dans son inconscience, et elle rapprochait les bords de la chair déchirée. C'était un travail terrible et grand. Un travail pour sauver l'ange gardien qui était venu à eux sous l'apparence d'une bête sauvage. Dehors, l'aube se levait. Une aube grise, maussade, froide, après une nuit pleine d'horreur et d'héroïsme. Les loups s'étaient enfuis loin dans la forêt, emportant avec eux leurs blessés et le souvenir que dans cette maison vivait une meute avec laquelle il ne valait mieux pas se mesurer. Et dans la maison, sur le manteau imbibé de sang, dormaient pêle-mêle humains et bêtes. La frontière entre eux n'existait plus. Ils étaient du même sang, un sang versé l'un pour l'autre.
Et bien que le printemps et une séparation inévitable les attendaient, ils se souviendraient de cette nuit jusqu'à leur dernier souffle. La nuit où la bête était devenue humaine, et où l'homme s'était élevé à la hauteur du sacrifice de la bête. Un matin lourd, visqueux comme de la résine figée, s'infiltra dans la maison, éclairant d'une lumière grise le champ de la bataille récente. La maison ne sentait pas le confort et les tartes, mais l'hôpital, l'odeur âcre de l'iode, l'odeur écœurante du sang séché et l'amertume des herbes médicinales. Le silence était tel qu'on pouvait entendre la poussière retomber dans les rayons du maigre soleil d'hiver. Jean ouvrit les yeux. La fièvre qui l'avait tourmenté pendant plusieurs jours s'était retirée, laissant derrière elle une faiblesse dans tout son corps, si grande que même ses paupières semblaient être en plomb. La première chose qu'il vit fut le visage de sa femme penché sur lui. Monique avait vieilli de 10 ans en une nuit. Ses yeux étaient cernés, ses rides plus profondes, comme gravées au couteau sur du bois sec, mais son regard brillait d'une joie calme et fatiguée. Vivant, souffla-t-elle, et ses lèvres tremblèrent en une ébauche de sourire. Dieu soit loué. Tu t'en es sorti. Je pensais que tu n'y arriverais pas, mon vieux. Jean essaya de se redresser, mais sa tête tourna, et il retomba sur l'oreiller avec un gémissement. La mémoire, comme un miroir brisé, commença à rassembler les fragments de la nuit passée. Les hurlements, le coup de feu, la fureur de la bête, le sang sur le sol. Sylvie. Râla-t-il, et son cœur se serra d'un terrible pressentiment. Où est-elle? Monique fit un signe de tête silencieux en direction du poêle. Là, à sa place, couverte d'un drap propre par-dessus le manteau de berger, gisait le lynx. Elle était immobile, les pattes étendues, et seul le mouvement à peine perceptible de sa poitrine indiquait que la vie palpitait encore dans ce corps supplicié. À côté, blotti contre son dos, se trouvaient les chatons. Ils ne jouaient pas, ne piaillaient pas. Vent et ombre, tels de petites statues, gardaient le sommeil de leur mère, regardant droit devant eux avec des yeux d'une gravité inhabituelle pour leur âge. Ils avaient mûri en une nuit. L'enfance s'était terminée avec la première odeur de sang ennemi. Jean, surmontant sa faiblesse, laissa pendre ses jambes hors du lit. « Ne te lève pas, reste couché », s'écria Monique en levant les mains. « Où veux-tu aller ?»« Il le faut, Monique, il le faut », secoua obstinément la tête le vieil homme. S'appuyant au mur, il se dirigea lentement vers le coin. Chaque pas était un effort. Ses jambes tremblaient comme des feuilles de tremble au vent. S'agenouillant près du lynx, il souleva délicatement le bord du drap. Ce qu'il vit le fit grincer des dents. Tout le corps de la bête était lacéré, comme si on l'avait ratissé avec des râteaux en fer. Sur son épaule et son flanc, on voyait des coutures fraîches, inégales, grossières, serrées par un fil noir, mais solides. Monique avait fait tout ce qu'elle pouvait. Elle avait rapiécé de la chair vivante comme elle rapiéçait des vêtements usés, mettant dans chaque point sa prière. Sylvie ouvrit un œil, celui qui n'était pas enflé par un coup. Dans cet œil, il y avait tant de souffrance et de fatigue que Jean se sentit coupable d'être un homme. Et elle, une bête, c'est à elle qu'était revenue la part la plus terrible. « Pardonne-moi, ma grande », murmura-t-il, en lui caressant une patte saine. « Pardonne-moi de ne pas t'avoir protégée. Tu as versé ton sang pour nous, et moi », le lynx lécha faiblement sa main de sa langue chaude et sèche. Elle ne lui en voulait pas. Dans son monde, le monde cruel et juste de la forêt, il n'y a pas de place pour les rancunes. Il n'y a que des actions et des conséquences. Elle avait défendu sa meute, et elle avait survécu. C'était l'essentiel. Les longs et lents jours de convalescence s'écoulèrent. Février laissa la place à mars, mais l'hiver ne se pressait pas de céder sa place. Les tempêtes de neige continuaient de recouvrir les fenêtres, le gel craquait la nuit, mais il y avait déjà quelque chose de nouveau et d'insaisissable dans l'air. Le soleil devint plus brillant, plus mordant. Il ne se contentait plus de briller, il chauffait, faisant fondre la croûte de glace sur les vitres. Le jour, un joyeux goutte à goutte commençait à tomber du toit, battant le rythme du printemps qui approchait, et le soir, le ciel se teintait de douces couleurs d'aquarelle, rose, lilas, turquoise. La vie dans la maison se transforma en infirmerie. Jean se rétablit rapidement. Sa constitution robuste et les soucis du ménage ne lui permirent pas de rester alité. Mais Sylvie se remettait difficilement. Ses blessures suppuraient, s'infectaient, une forte fièvre brûlait ses forces. Monique passait des heures assise près d'elle, changeant les pansements, nettoyant les plaies avec une décoction de camomille et de plantain,
lui versant de force du bouillon dans la gueule à la cuillère. « Mange, ma belle, mange », la suppliait-elle, en lui ouvrant les mâchoires. « Il te faut des forces. Bientôt le printemps, bientôt tu iras dans la forêt. » Et Sylvie avalait. Elle avalait non pas pour elle, mais pour ces 2 boules de poils qui se blottissaient contre elle la nuit. Les chatons grandissaient à vue d'œil. Le lait de leur mère s'était tari à cause de la maladie et du stress, et Jean dut devenir le pourvoyeur. Il partait maintenant chaque jour dans la forêt, posant des pièges pour les lièvres, chassant les perdrix. Chaque morceau de viande, il le coupait en fines lanières et nourrissait les jeunes. Van essayait déjà de grogner quand on lui donnait à manger, protégeant sa portion, tandis qu'Ombre, au contraire, rusait. Elle se frottait aux jambes du vieil homme, quémandant un supplément en ronronnant. Un jour, alors que le soleil chauffait particulièrement fort, la calotte de neige fondue glissa du toit avec un grand bruit, et un événement se produisit dans la maison. Jean était assis près de la fenêtre, réparant une botte, quand il entendit un bruissement. Il se retourna. Sylvie, chancelant de faiblesse, était debout. Elle tremblait. Ses pattes glissaient sur le sol lisse, mais elle tenait bon. Elle fit un pas, puis un autre, traversa toute la pièce jusqu'à la porte et enfouit son nez dans la fente, aspirant avidement l'air frais qui venait du vestibule. « Elle est debout », dit doucement Jean, craignant de briser le moment. « Monique, regarde, elle est debout. » Monique, laissant tomber ses aiguilles, leva les mains et se mit à pleurer. C'était une victoire. La mort, qui avait rôdé à leur porte tout l'hiver, s'en était finalement allée, bredouille. Le lynx tourna la tête vers les vieillards et émit un son court et rauque. Il n'y avait dans ce son ni demande de nourriture ni d'aide. Il y avait « Je suis prête ». À partir de ce jour, la guérison s'accéléra. Les blessures se refermaient, se couvrant d'une jeune peau rose. Les sutures se résorbèrent. L'appétit revint avec une force redoublée. Sylvie commença à sortir sur le perron. D'abord pour quelques minutes, simplement pour s'asseoir au soleil, plissant les yeux à cause de la lumière vive, puis elle commença à faire le tour de la maison, inspectant son domaine. Van et Ombre la suivaient sans relâche. Ce n'étaient plus des chatons sans défense, mais des adolescents agiles et forts. Ils organisaient des combats simulés dans les congères, apprenaient à s'approcher furtivement des oiseaux sur la clôture, et regardaient leur mère avec admiration lorsqu'elle sautait sur le toit de la grange d'un seul bond. Le printemps s'installait rapidement et irrévocablement. La neige s'affaissa, devint grise, poreuse, gorgée d'eau. Dans la forêt, les premières plaques de terre noire apparurent, sentant la litière de feuilles en décomposition et la vie. La rivière, emprisonnée par la glace, se mit à gronder et à craquer, se préparant à se libérer de ses chaînes de glace. L'air se remplit d'odeurs d'humidité, d'écorce, de conifères, d'eau de fonte. C'était un cocktail enivrant de réveil. Sylvie passait de plus en plus de temps assise sur le perron, le regard tourné vers la forêt. Son regard avait changé. Si en hiver elle regardait vers la maison, maintenant elle regardait la forêt comme sa maison. L'instinct, étouffé par la faim et la maladie, s'était réveillé. La forêt l'appelait par les chants des oiseaux, le bruit du vent dans les cimes des pins, les odeurs de gibier. Les chatons ressentaient aussi cet appel. Ils passaient de moins en moins de temps dans la maison, préférant s'amuser dehors, explorant chaque buisson et chaque bûche de la cour. La maison était devenue trop petite pour eux. Jean les observait le cœur lourd. Il comprenait où tout cela menait. Il connaissait les lois de la nature mieux que quiconque. Une bête sauvage ne peut pas vivre éternellement avec l'homme. C'est contre nature. Mais le cœur, le vieux cœur humain qui s'attache, ne voulait pas accepter ces lois. Il s'était habitué à eux, au poids du lynx sur ses jambes le soir, au ronronnement des chatons, à ce sentiment d'une grande famille inhabituelle. L'idée que demain il se réveillerait dans une maison vide lui causait une douleur physique. « Elle partira, Monique ?» dit-il un soir, alors qu'il buvait du thé en regardant le coucher de soleil par la fenêtre. « Tu vois comme elle regarde, elle a la nostalgie, son sang bouillonne. »« Je sais. » soupira Monique, et sa voix trembla. « Et les petits ont besoin d'espace. Regarde comme ils ont grandi. Bientôt, ils seront capables d'abattre un veau. Ils doivent apprendre à chasser, pas à se prélasser près du poêle. Il faut les laisser partir, dit fermement Jean, bien que tout en lui protestât. On ne peut pas les retenir. Si on les retient, on les perdra.
Ils deviendront domestiques, oublieront comment survivre, et nous ne sommes pas éternels. Qui les nourrira alors? C'était une décision sage, mais amère. La décision de parents aimants qui comprennent que leurs enfants ont grandi et doivent suivre leur propre chemin. Le jour arriva où Sylvie ne rentra pas dormir à la maison. Elle et les chatons restèrent dans le fenil. Le matin, elle vint sur le perron, mais n'entra pas dans la maison. Elle se tenait en bas, sur la neige fondante, et regardait Jean qui sortait. Dans sa gueule, elle tenait un lièvre, frais, encore chaud. Elle le déposa sur la première marche et recula. C'était un cadeau d'adieu. Le paiement pour le gîte et le couvert, pour la chaleur, pour les vies sauvées. Jean descendit du perron, sans se soucier de se mouiller les pieds dans la flaque. Il s'approcha tout près du lynx. Elle ne recula pas. Il s'agenouilla devant elle, regardant ses yeux jaunes où se reflétaient le ciel et la forêt. « Alors, ma vagabonde ?» La voix du vieil homme se brisa. « C'est l'heure. » Sylvie lui donna un coup de tête dans la poitrine, fort, assuré. Puis elle s'approcha de Monique, qui se tenait sur le perron, le tablier pressé contre son visage, et se frotta contre sa jambe, laissant quelques poils roux sur le tissu noir en souvenir. Vent et ombre, déjà très grands, tournaient autour, ne comprenant pas la solennité du moment, mais sentant l'émotion générale. Il courait vers les vieillards, leur attrapait les pantalons comme pour les inviter à jouer, mais s'éloignait aussitôt vers la forêt, indiquant la direction. « Allez » fit Jean d'un geste de la main, sentant une boule lui monter à la gorge. « Allez avec Dieu. La forêt est votre maison. Mais souvenez-vous, si jamais il y a quelque chose, la porte est toujours ouverte. » Sylvie émit un long son prolongé. Mi-grognement, mi-gémissement. Elle se retourna et, d'une allure lente et souple, se dirigea vers la lisière de la forêt, là où les sapins se dressaient comme un mur, cachant les secrets de la vie sauvage. Les chatons, la queue en l'air, se précipitèrent derrière elle. À la lisière, le lynx s'arrêta. Elle se retourna une dernière fois. Sur le fond sombre de la forêt, sa silhouette semblait dorée dans les rayons du soleil couchant. Elle regarda la maison, les deux petites silhouettes des vieillards, perdus dans ce vaste monde. Et ce regard, Jean s'en souviendrait pour toujours. Il y avait la tristesse de la séparation et la promesse d'un souvenir éternel. Puis elle fit un pas dans l'ombre des arbres et disparut, comme si elle s'était dissoute dans l'air. Les chatons disparurent derrière elle. La forêt se referma, reprenant ses enfants en son sein. Jean et Monique restèrent longtemps sur le perron, regardant la lisière vide. Le soleil se coucha, l'air devint froid et bleu. L'étoile du soir s'alluma dans le ciel, solitaire et brillante. « Voilà, c'est tout » dit doucement Monique, se blottissant frileusement dans son châle. « Parti. »« Parti » répéta Jean en écho. « Mais elles reviendront, Monique. »« Je le sais. Elles ne peuvent pas ne pas revenir. De tels liens ne se brisent pas. » Ils entrèrent dans la maison, qui leur parut soudain immense et vide. Mais ce n'était pas le vide mortel qui y régnait au début de l'hiver. C'était une douce tristesse. La maison était remplie de souvenirs. Dans chaque coin, sur chaque lame de plancher, restait la trace invisible de ces jours étonnants. Et le plus important, il n'y avait plus de glace dans le cœur des vieillards. Le lynx l'avait emportée, la faisant fondre avec sa chaleur, laissant à la place la foi qu'il n'était pas seul dans ce monde, que quelque part là-bas, dans les profondeurs de la forêt, battaient des cœurs amis, et que la vie, malgré tout, continuait, et que le printemps, le vrai printemps, ne faisait que commencer. Et avec le dégel, l'espoir s'infiltrait dans l'âme de Jean, l'espoir que cette histoire n'était pas encore terminée, qu'il y aurait une nouvelle rencontre et un nouveau jour. L'été passa, empli des parfums de pin et de fraises des bois, l'automne doré s'envola, parsemant la campagne de pourpre et d'or, et l'hiver frappa de nouveau à la porte. Mais c'était un hiver bien différent. Dans la maison de Jean et Monique, il n'y avait plus ce silence de plomb oppressant qui donnait envie de hurler à la lune. Désormais, un esprit d'attente habitait la maison. Chaque matin, en déblayant le chemin de la neige, Jean ne pouvait s'empêcher de jeter un œil vers la lisière sombre de la forêt, espérant apercevoir une silhouette rousse familière. Monique, en mettant la table, plaçait toujours une gamelle supplémentaire, vide mais propre, comme pour inviter des convives invisibles au repas. C'était leur rituel silencieux, leur façon de dire à l'univers qu'ils se souvenaient, qu'ils attendaient, que le fil qui les liait à la nature sauvage ne s'était pas rompu, mais seulement étiré,
devenant invisible à l'œil, mais palpable pour le cœur. Jean trouvait constamment des traces de leur présence. Tantôt il voyait sur un vieux pin de profondes entailles fraîches de griffes, plus hautes qu'un homme, une marque laissée par une bête puissante affirmant ses droits sur le territoire. Tantôt il trouvait près du sentier les restes d'une peau de lièvre, soigneusement recouvert de neige. Tantôt, en revenant d'une longue marche, il sentait sur son dos un regard lourd et attentif, qui ne donnait pas la chair de poule de peur, mais qui répandait dans son corps une étrange et chaude quiétude. Il savait qu'on le suivait, qu'on le protégeait. Sylvie n'avait pas oublié ses sauveurs. Elle était devenue la gardienne invisible de ce carré de forêt. Et plus aucun loup, plus aucun animal errant n'osait s'approcher de la maison marquée par l'odeur du lynx, la reine de ces lieux. Un jour, à la veille de Noël, alors que le gel était si intense que l'air vibrait comme une corde tendue, ce que les vieillards attendaient avec un espoir secret arriva. Le soir tomba sur la forêt comme un velours bleu. Jean sortit sur le perron pour chercher une brassée de bois. Il se pencha vers le bûcher et se figea soudain. Sur la marche supérieure du perron, là où Sylvie blessée avait jadis reposé, quelque chose de sombre se dessinait. Le vieil homme plissa les yeux. C'était la carcasse d'un jeune chevreuil, fraîche, n'ayant pas encore eu le temps de geler. La neige tout autour était piétinée de larges empreintes rondes, que Jean aurait reconnues entre mille. « Monique !» cria-t-il, et sa voix trembla de joie. « Viens vite. Nous avons eu de la visite. » Il se tenait au-dessus de ce cadeau comme devant le plus grand des trésors. Ce n'était pas la viande qui importait, bien qu'un chevreuil frais fût un présent royal pour leur maigre table. C'était le souvenir. La bête, vivant selon les lois cruelles de la survie, où chaque morceau est obtenu par le sang et la sueur, avait donné sa proie aux humains. C'était un message. Je me souviens, je suis rassasié, et je veux que vous le soyez aussi. Monique pleurait, essuyant ses larmes avec le coin de son fichu, et murmurait des mots de remerciement dans l'obscurité de la forêt, sachant qu'elle serait entendue. Et quelque part là-bas, dans un épais fourré de sapins, caché par les ombres, était assise Sylvie. À côté d'elle se tenaient deux bêtes grandes et puissantes, Vent et Ombre. Ils regardaient les fenêtres illuminées de la maison, les vieillards qui s'agitaient, et dans leurs yeux jaunes se reflétait une satisfaction tranquille. La dette était payée, le lien confirmé. Mais la rencontre la plus étonnante eut lieu au printemps, lorsque la neige commença à fondre sous les rayons du soleil d'avril, se transformant en une bouillie meublée aqueuse. Jean partit vers la rivière pour vérifier ses nasses. La forêt alentour était remplie du tintement des gouttes de dégel et des cris des oiseaux, enivrés de chaleur. Le vieil homme marchait lentement, s'appuyant sur son bâton, savourant le réveil de la vie. Arrivé au bord de la rivière, il s'arrêta, stupéfait par le spectacle qui s'offrait à lui sur l'autre rive. Sur une pierre plate, chauffée par le soleil, était allongée Sylvie. Elle était magnifique. Dans sa fourrure d'hiver épaisse et lustrée, une incarnation puissante et calme de la force et de la grâce. Mais elle n'était pas seule. Autour d'elle, se dandinant maladroitement sur leurs grosses pattes, rampaient trois minuscules boules de poils. De nouveaux enfants. Une nouvelle vie. Sylvie, remarquant Jean, ne sursauta pas, n'émit aucun grognement d'alarme. Elle leva simplement la tête et le regarda d'un long regard sage. Puis elle poussa doucement du nez l'un des chatons qui s'était approché trop près de l'eau, et reporta son regard sur l'homme. Dans ce geste, il y avait une grande confiance. Elle lui montrait sa descendance. Elle présentait ses enfants à celui qui l'avait sauvé autrefois. Jean ôta son bonnet et s'inclina profondément devant la bête. « Félicitations pour la naissance, ma grande. » murmura-t-il, sentant ses yeux piquer. « Ils sont beaux, costauds. Vivez longtemps. » Le lynx cligna des yeux, acceptant les félicitations. Pendant quelques minutes, ils se regardèrent à travers le courant tumultueux de la rivière. L'homme au crépuscule de sa vie et la bête dans la fleur de l'âge. Entre eux, il n'y avait ni peur, ni hostilité, seulement un respect infini entre deux êtres qui avaient un jour partagé le pain et le sang. Puis Sylvie se leva, attrapa doucement l'un des chatons par la peau du cou et se dirigea lentement vers le fourré. Les deux autres, sautillant drôlement, la suivirent. À la lisière de la forêt, elle se retourna une dernière fois, et Jean eut l'impression qu'elle lui fit un signe de tête. Les années passèrent, le temps, implacable et fugace, fit son œuvre. Jean et Monique vieillissaient, leur démarche devenait de plus en plus lente. Leur dos se courbait de plus en plus, mais leurs yeux restaient jeunes et vifs.
En eux brûlait le feu qu'une nuit d'hiver et un lynx sauvage avaient allumé. Ils ne se sentaient plus comme des ermites solitaires, abandonnés au bout du monde. Ils faisaient partie d'une grande famille, d'un immense monde vivant de la forêt. Leur maison devint une légende parmi les rares chasseurs et géologues qui s'aventuraient dans ces contrées reculées. On disait avoir vu dans la forêt d'énormes lynx qui ne craignaient pas l'homme, mais l'observaient avec curiosité. On disait que pendant les hivers les plus rudes, du gibier frais apparaissait toujours sur le perron des vieillards. On disait que cette maison était sous la protection de l'esprit de la forêt. Et quand l'heure de Jean sonna, quand son vieux cœur fatigué battit une dernière fois dans le silence d'une nuit d'automne, Monique ne resta pas seule dans son chagrin. Le matin, en sortant sur le perron pour accompagner l'âme de son mari, elle les vit. Toute la famille était réunie. Sylvie, déjà grisonnante, vieille, mais toujours puissante, et ses enfants, et les enfants de ses enfants. Ils étaient assis en demi-cercle à la lisière, gardiens silencieux et endeuillés. Ils étaient venus dire adieu au chef, à l'homme qui avait été leur égal. Monique les regardait, et des larmes coulaient sur ses joues, mais c'étaient des larmes lumineuses. Elle savait que Jean n'était pas parti dans le néant. Il était parti dans cette forêt, s'était dissous dans le murmure des pins, dans l'éclat de la rivière, dans la lueur des yeux jaunes du lynx. « Merci d'être venu » murmura-t-elle. Il aurait été heureux. Bientôt, Monique partit aussi, doucement, dans son sommeil, un sourire aux lèvres, tenant dans ses mains une vieille photo de ses enfants. La maison se vida. Au fil des ans, le toit se perça, le perron se couvrit de mousse, et le sentier disparut dans les herbes hautes. Mais les habitants de la région contournent encore ce lieu avec un respect mêlé de crainte. Les chasseurs disent qu'il est interdit de tirer dans ce vallon, qu'y vivent des bêtes qui comprennent le langage humain, et que parfois, les nuits de pleine lune, on peut voir sur les ruines de la vieille maison deux vieillards fantomatiques, assis sur le perron, et qu'à leurs pieds repose un énorme lynx doré, gardant leur repos éternel. L'histoire de Jean, Monique et Sylvie ne s'est pas terminée avec leur mort. Elle s'est transformée en légende, en chant du vent, en murmure des feuilles. Elle est restée comme une trace éternelle sur la terre, la preuve que l'amour et la miséricorde ne connaissent pas de frontières entre les espèces, que la bonté est le seul langage compris de tous, de la plus petite fourmi au roi de la nature. Et tant que la forêt existera, que les rivières couleront et que les étoiles brilleront, cette trace ne s'effacera ni ne disparaîtra, nous rappelant que nous sommes tous du même sang. Nous sommes tous les enfants d'une même mère, la terre, et qu'en sauvant un autre, nous nous sauvons finalement nous-mêmes.